Pour qui, là, en 2007? Oui, qu'on sache, quoi. Écoutez, contre Ségolène Royal, déjà. Ah, et j'ai oublié le référendum, il était encore pour le oui, évidemment. Encore une bonne nouvelle pour Ségolène Royal. Vous savez, avec Zemmour, on est un vieux couple, si je puis dire, parce que moi, il est aussi ma boussole. C'est-à-dire, quand je réfléchis à un type extrêmement intelligent dont je me dis, il pense toujours faux, je pense à Zemmour. On est bien avancé, alors qui a raison? Qui est très intéressant parce que c'est pour ça que je me suis intéressé à ce livre, que je l'ai lu, parce que, je me suis demandé moi aussi, comme Michel, pourquoi il s'intéresse à Keynes. Parce que depuis 10 ans quand même, Meunk, vous savez, Meunk c'est le prophète des riches. Depuis 10 ans, depuis 15 ans, il nous a expliqué que le libre-échange c'était extraordinaire, qu'il faut surtout pas augmenter les salaires, que c'est une catastrophe d'augmenter les salaires. Il a expliqué ça à Balladur, on a vu le résultat électoral. Il nous explique qu'il faut faire l'Europe, qu'il faut enlever complètement la souveraineté à la France, que la France ne doit plus rien diriger et que c'est l'Europe qui doit tout diriger. On voit aussi le résultat aujourd'hui. Et il arrive aujourd'hui, au bout de 15 ans de ce discours-là, et il nous dit « Ah bah finalement, j'ai bien réfléchi quand même, Keynes c'était pas si mal. » Mais Keynes, c'est exactement le contraire de ce qu'il a dit pendant 15 ans. Alors, on laisse répondre à la main à ça. Je pense exactement l'inverse, je l'ai dit, de ce qu'il pense, mais vous savez, Zemmour, c'est un produit très français. Ce que je pense, c'est grosso modo ce qu'on pense dans tous les pays, qui sont des pays normaux, qui sont des pays où le chômage est plus faible que chez nous, où la croissance économique est plus élevée, où le SMIC, même dans ces pays libéraux, est supérieur au SMIC chez nous, et où les services publics, comme dans les pays scandinaves, qui sont des pays extraordinairement compétitifs, sont bien meilleurs que chez nous. Ils ont pas l'euro. Donc Zemmour est en effet l'expression de l'exception française qui fait qu'on va dans le mur en klaxonnant, en souriant et avec talent. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu longue, je pense, mais qui résume un peu pas mal d'années d'expérience de ma part. Parce que à l'époque, je suivais vraiment de très près toutes les émissions à la télé. Bon, je la regarde plus du tout, mais à l'époque, je regardais. Et du coup, j'ai vraiment vu l'évolution. J'ai vu comment ça a progressé. Et j'aimerais ici pointer du doigt la façon dont la France s'est droitisée ces 15 dernières années. Et c'est vraiment dû, à mon avis, en grande partie à toute cette clique autour de Zemmour, aidée en cela par France 2 et Monsieur Ruquier, qui ont fait un gros travail semaine après semaine en prime time le samedi soir pour rentrer dans les cerveaux des gens, on va dire, ils avaient un auditoire plutôt à gauche. Ils ont vraiment essayé de modifier la pensée des gens. Vraiment. Parce que même moi, personnellement, je l'ai ressenti au début. Au début que j'écoutais Zemmour, je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'il était séduisant comme garçon. Il avait, par rapport à... C'était tellement aseptisé, il arrivait avec un discours. On avait envie de l'écouter, du coup. Et voilà. Ça rentrait un peu... Bon... Disons que dans la dissidence, c'était un peu ce que faisait Soral, par exemple. Je reviendrai sur lui plus tard, parce que c'est intéressant, en fait, tout ça est un peu lié, en fait. Donc, voilà. Donc, on va commencer, vous avez vu le début, donc c'est à peu près vers 2007 que Zemmour est arrivé dans l'émission de Ruquier. Vous voyez, que fait les présentations directes, hein, et il nous le fait passer pour un grand représentant de la France et des Français, ce qui, à mon avis, il n'est pas du tout. À mon avis... Mon humble avis, hein, ils sont tous de mèche dans ce milieu-là. C'est vraiment des ordures. Allez, on continue la vidéo. Vous avez peut-être déjà une réaction sur tout ce que vous avez entendu, puisque vous étiez en coulisses, que ce soit sur le livre de Moix et l'affaire Polanski, que vous abordez d'ailleurs dans Pièces d'identité. Vous aussi, vous prenez la défense de Polanski dans ce livre, ou sur le voyage d'Arnaud Klarsfeld à Haïti. Oui, sur l'affaire Polanski, en tout cas, il y a deux choses que j'aimerais ajouter à ce qu'a dit Yann Moix tout à l'heure. La première, c'est que j'ai rarement vu des gens qui prétendent s'occuper d'une victime, c'est-à-dire porter la voix d'une victime, et écouter aussi peu ce qu'elle a à dire. Parce que c'est vrai que la victime dans cette affaire, Samantha, la seule chose qu'elle dit et qu'elle supplie qu'on entende, c'est qu'on la lâche et qu'on abandonne cette histoire, qu'on cesse de la tourmenter. Or là, il y a des défenseurs de la victime qui n'ont aucune espèce de souci de ce qu'elle peut ressentir et vouloir. Ça n'a pas de valeur juridique, elle peut le demander. Oui, mais c'est intéressant de voir des gens qui, soi-disant, se présentent comme les défenseurs des victimes de la pédophilie. Là, il y en a une. Et elle dit une chose, elle dit « Je vous en supplie, arrêtez ». Oublions cette histoire. Fichez-moi la paix, fichez-lui la paix. Et la deuxième chose qui est importante, j'entendais en effet, c'est que contrairement à ce qu'on a dit,
C'est pas vrai que les collègues de Polanski, que les riches et les nantis se seraient portés à son secours et qu'il y aurait d'un côté les petites gens contre et de l'autre côté les beautiful people pour. C'est faux. Les collègues de Polanski, pour la plupart, ont été aux abris pendant toute la période, depuis le début de cette affaire. Et les gens qui l'ont soutenu, la pétition que j'ai lancée sur le site de la règle du jeu, c'est des simples citoyens, c'est des simples gens, des Français, des Américains et des Suisses. Enfin, il y a quand même une pétition de cinéastes et d'intellectuels américains et français pour le défendre. Et une première intervention. Et surtout, ce qui a déclenché la polémique, j'ai rien dit tout à l'heure, mais C'est la première intervention de Frédéric Mitterrand? Mais évidemment, Oui. et c'est pas, contrairement à ce qu'on dit, la meute des méchantes personnes jaloux et médiocres qui voulaient se faire l'artiste. Non, il y a ça aussi, c'est oui, on en parle, il y en a, non, ça, c'est parce que Frédéric Mitterrand et les gens comme vous ont défendu vigoureusement On a Polanski été- que on a les gens été ont si dit peu- c'est de non. On a été si Mais bien peu sûr vous êtes si peu, nombreux, mais, si mais- peu mais je nombreux suis à d'accord. défendre Polanski. Et il y a même des gens, il y a le cas d'Emma Thompson, cette actrice britannique, oscarisée, etc., qui a signé et qui a désigné le lendemain et qui a inventé le tourisme pétitionnaire. On fait un petit tour dans une pétition et puis on s'en retourne, on rentre chez Vous soi. avez raison, vous étiez peu, On est mais vous étiez c'est très pour ça qu'il visible. faut arrêter avec le schéma simple des gens célèbres qui soutiennent le complot des célébrités. Voilà. Oui, bah, dans ce C'est pas la ferme des célébrités. Alors, moi, je l'affaire veux bien Polanski, arrêter. et c'est pas le complot des célébrités. Moi, je veux bien arrêter avec le complot des célébrités, mais alors vous arrêtez avec la méchanceté du populo qui s'en prend toujours aux artistes, etc. Si vous acceptez ça, moi j'accepte Mais d'arrêter. qui parle J'ai jamais parlé de populo. Moi, je dis simplement. Non, mais c'est là, vous affirmez en fait la thèse de Yann Moix. Et C'est le moi, libéralisme Moi, je n'ai républicain. jamais parlé de populo. Non, mais- je dis au contraire qu'il y a beaucoup plus de gens que vous ne pensez qui sont indignés, parce que ça tombe sous le sens, qu'on vienne 32 ans après chercher un père de famille qui n'est pas un pédophile. Un pédophile, c'est un récidiviste. On est d'accord C'est avec ça. quelqu'un qui recommence. Donc, la plupart des gens qui nous écoutent, j'en suis certain, pensent ça. En revanche, C'est bien il y pour a ça que c'est pas le des sujet. cinéastes qui vont à la télé, comme on allait au commissariat, en des temps beaucoup plus sombres, comme M. Luc Besson, et qui, sans qu'on les Monsieur Lévy, on peut ne pas être d'accord viennent- avec vous sans être un flic. Il faudrait que vous mettiez ça dans Ah, la mais tête. c'est pas une ça. fois pour C'est toutes. parce que vous croyez que c'est tellement intéressant, que c'était si important, le jour de l'arrestation de Polanski, d'aller au journal de 20 Il a heures estimé- pour dire qu'il méritait C'est ce qu'il a l'emprisonnement. estimé en quoi ça en fait un flic. Ah ben ça s'appelle venir dénoncer, ça s'appelle le macartisme dans d'autres temps. Vous concluez en tout cas ce texte sur Polanski par ces phrases. Je ne connais guère Roman Polanski, vous le rappelez, mais je sais que tous ceux qui de près ou de loin trempent dans ce lynchage se réveilleront bientôt horrifiés par ce qu'ils ont fait Oui, honteux. je le crois très profondément que les gens, comme toujours dans ces phénomènes de meute, vont en effet se réveiller et se dire mais tout ça pourquoi Tout ça pourquoi Alors, là, on est passé en 2010, hein, donc il y a 3 ans qui se sont passés. Vous voyez, l'émission a changé un peu. Zemmour est toujours là en chroniqueur. Il n'est plus avec Michel Polac, qui était son premier coéquipier, qui lui a donné pas mal de crédit, parce que Michel Polac, il est assez réputé. Et pour les gens, on va dire les socialistes de 40, 50 ans, Michel Polac, ça représente quelqu'un de sérieux. Donc c'était pas mal pour pouvoir rentrer là-dedans, de commencer avec lui. Donc 3 ans se sont passés, la production l'a remplacé par Nolo. Nolo, qui de prime abord, pareil, semble être une personne de gauche. On sent qu'ils ont voulu faire un duo gauche-droite, comme avec Polac. Voilà, on met les rôles en place. Donc là, moi je vais vous le dire dès le début, dans tout ce qu'on va voir dans l'évolution de cette émission, très propagandiste, hein, ultra propagandiste, on va voir des gens qui vont se dire de gauche, des gens qui vont se dire de droite, mais moi je vous le dis, hein, pour moi, ils sont tous d'extrême droite. Mais alors d'extrême droite vraiment dure. Alors il y en a qui me diront sionistes, c'est vrai, ça peut être... Voilà, on va pas entrer dedans. Moi je dirais surtout qu'il y a quelque chose auquel ils veulent pas qu'on touche, mais vous allez voir plus tard, je vais vous en parler. Donc là on vient de voir la séquence avec le grand et génial Bernard-Henri Lévy, dont tout le monde se fout de sa gueule depuis plus de 20 ans, mais le mec il bronche pas, il est bien, il est toujours avec sa chemise, il s'en fout de toute façon, ça lui coule dessus le mec, de toute façon c'est lui le boss quoi en fait. Mais faut reconnaître qu'il est pas trop susceptible, on peut se foutre de sa gueule, ça passe, mais bon voilà, sinon ça va, tranquille pour lui. Et donc là, il vient défendre un gros pédophile. Polanski le défend avec virulence, comme il sait faire, hein, comme on le connaît. Donc pour encore plus se faire détester, je pense qu'il sait très bien qu'il se fait détester. Je pense que tous les rôles sont assignés. Lui, de toute manière, il sait qu'il est détesté. Il vient là, c'est pour faire son truc. Et ensuite, ils vont essayer de nous vendre Zemmour, hein, pour droitiser les consciences en France.
C'est parti, on continue. Donner l'exemple de la chouette et de la biche, parce que ça m'a bien plu ce passage, la chouette et la biche, parce que là, on comprend plus facilement votre position. Là, vous êtes plus pour la biche que la chouette. Hein. Alors, expliquez à nos téléspectateurs. Absolument. Oui, enfin là c'est un vieux thème de la philosophie moderne et notamment un thème hegelien. C'est une phrase. Alors là, celle-là, je crois qu'on peut la citer. C'est la phrase selon laquelle la philosophie vient toujours trop tard, dit Hegel, et comme la chouette de Minerve, elle se lève à la nuit tombée. Donc ce que Hegel nous dit, c'est que l'histoire opère, les événements accomplissent leur course. Quand c'est des événements terribles, ils vont au bout de leurs conséquences terribles. Quand c'est des massacres, on va jusqu'au dernier mort du massacre. Et quand c'est fini, la philosophie, comme la chouette, prend son nom en vol et elle va constater les dégâts, elle va compter les morts, elle va faire l'inventaire de ce qui s'est produit. Et vous dites, faut Moi, rééduquer la chouette. je pense que cette philosophie-là, cette conception est terrible. N'oubliez pas, Je pense que ce philosophe. J'essaie, moi, c'est mon premier philosophe, je commence par là, moi. Alors, Je pense que la philosophie ainsi conçue, elle a peu de risques de se tromper puisque l'événement est advenu, mais qu'elle ne sert plus à rien, sinon à faire le bilan. Donc je dis que j'aimerais bien, je rêve, que à la chouette hegelienne, on substitue un autre petit animal, qui est un animal qui apparaît dans un texte beaucoup plus ancien, qui est un psaume de David, le psaume 22, qui est la biche de l'aurore, et dont le psaume dit qu'elle a deux vertus. La première, c'est de porter assistance aux affligés, donc aux victimes, de ne pas attendre qu'elles aient agonisé pour en avoir le souci. Et deuxièmement, le psaume et toute la tradition talmudique qui s'ensuit dit qu'elle a une deuxième vertu, c'est de se lever au point du jour. Autrement dit, de se précipiter dans l'événement en train de se jouer et de tenter d'y accomplir son rôle. C'est terrible parce que j'arrive pas à vous imaginer en petite biche, mais faut que je fasse avec Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Mais c'est quand même ça que j'essaye de faire. C'est quand même ça que j'essaye de faire quand, au premier jour de la guerre de Bosnie, à l'époque où Sarajevo est sous blocus et inaccessible, quand j'essaie d'y aller, que j'y vais et que je rapporte mon témoignage. Je n'attends pas que l'événement ait accompli sa course dans l'horreur pour tenter de m'en mêler et de rapporter à est-ce l'époque. qu'Ariel vous appelle ma biche à la maison? Comment ça se passe? C'est plutôt moi qui l'appelle ma biche. Vous la voyez se lever tous les matins. C'est plutôt moi. Eh ben voilà, nous sommes au cœur de la problématique biblique de la biche du matin, qui s'appelle aussi, alors dans une autre tradition, mais là c'est compliqué, la biche de Vénus. Donc vous tombez bien. voyez, La biche du matin, c'est aussi la biche de Vénus. De la guerre en philosophie, c'est chez... Donc voilà, vous entendez ça, hein, c'était donc en 2010, c'était un petit peu, c'était un an avant le début des affaires en Libye, dont on sait la culpabilité de Monsieur BHL. Donc son histoire de chouette prend encore une autre dimension, hein, à la suite, quand on connaît les événements qu'il y a eu derrière. On se dit vraiment que ce mec est habité par le malin et que tout ce qui sort de sa bouche, c'est de la daube en barre. Oui, je pense honnêtement et puis j'ai même pas le penser, je pense il l'a dit lui-même, hein, regardez. De ce qui me paraît effectivement la question centrale là-dedans, le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le vrai, c'est le diable. Puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est enfant de lui. Qu'est-ce que Satan? Ce sont les apôtres qui disent ça. Qu'est-ce que Jésus ne dit jamais? Bon, alors, non, je dis l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan? Et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus a annoncé en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des Grâce nous au autres, diable. grâce au diable, Bon, bien alors, oui, vous admettez mais- l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, ça n'existe pas. Mais je dis que le diable, On n'aura si quand on même s'en pas tient- perdu notre soirée si on complètement. s'en- Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous J'ai tout l'important. Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard-Henri. Ah bon. Oui. Donc, Donc voilà, vous voyez, il était jeune et beau, il fumait des cigarettes, il devait déjà prendre des amphétamines, comme nous l'a précisé sa femme, enfin son ex-femme Ariel Dombal. Voilà, bon bah on va continuer, hein, je continue avec lui pour l'instant parce que cette émission est vraiment très intéressante, il pose toutes les bases pour permettre à Zemmour de se présenter en opposant, parce que à la base, quand même, c'est pas évident d'en faire un grand patriote français vu sa gueule et tout. Enfin, je veux pas être méchant, hein, mais il y a quand même, on part de loin, quoi, pour en faire un patriote français. Donc, faut vraiment qu'il montre que, bon, voilà, BHL, Attali, tous ces gens-là, ça lui fait pas peur. Voilà, faut qu'on oublie d'où il vient, qui il est, quoi. Allez, on continue. Avec sa tête, il est algérien.
T'as vu ça? Il peut pas être un vrai raciste. T'as vu sa tête? On dirait que lui, il oublie qu'on voit sa tête. On te voit, frère, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il oublie, il est là, il dit, ça peut pas être un vrai raciste, il est algérien, il a une tête d'algérien, ça se voit. Tu sais pourquoi il peut pas être un vrai raciste? Parce que pour les vrais racistes, c'est juste un arabe de trop. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire des gens qui sont plus en bas de l'échelle mais qui sont tombés de l'échelle? Qu'est-ce que ça veut dire des gens qui ne sont plus mal placés dans l'espace social mais qui sont hors espace? Qu'est-ce que ça veut dire des gens qui ont le sentiment, et il y en a des millions dans la France aujourd'hui, de ne plus Vous n'en compter êtes pas une pour rien? contradiction près. Mais ça prouve que vous avez ça veut dire réfléchi. Non, ça prouve que vous avez progressé depuis le grand corps de Pancradave à la renverse. Parce que si vraiment dans ce livre, et qu'il y a 2 ans, je crois, il n'y avait pas une once de conscience sociale. Et je crois qu'au-delà, c'est pas démagogique, pardonnez-moi, de vous rappeler que vous êtes membre de ce que Jean-Pierre Chevènement, un de vos ennemis, appelait les élites mondialisées, et qui fait que votre regard sur la mondialisation et sur l'économie n'est peut-être pas le même que d'autres qui n'ont pas votre situation sociale. Ce n'est ni démagogique ni insultant. Il y a là, effectivement, vous avez mis beaucoup de temps à comprendre les conséquences réelles de la mondialisation. Je me souviens dans votre livre, vous exaltiez cette mondialisation et vous incitiez la gauche à vous coucher devant le libéralisme mondialisé. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la crise qui a fait exploser le modèle. Ne faites pas seulement de pas comprendre. Il y a deux mondialisations. Il y a la bonne mondialisation que je continue de célébrer. C'est celle qui exporte des droits. C'est celle, voilà. Et puis il y a la mauvaise mondialisation, qui est celle qui profite des zones de non-droit pour y faire travailler des gens comme des esclaves et pour multiplier les systèmes de servitude. Il y a une bonne et une mauvaise mondialisation. Et la pire, ce que je dis, attendez, je n'ai pas changé d'avis depuis le grand cadavre à la renverse. Ce que je dis, c'est que la solution face à ça, c'est sûrement pas de se replier vers le souverainisme et vers le nationalisme. Merci de me faire la... Vous êtes encore meilleur que Laurent pour faire il n'y a pas, permettez-moi de vous répondre, il n'y a pas deux mondialisations. C'est la même. C'est-à-dire que c'est le fait que des gens comme vous ont défendu les droits de l'homme partout dans le monde, ont défendu le droit d'ingérence, c'est-à-dire la négation des frontières et des souverainetés, qui fait que, dans ce cadre-là mondialisé et sans frontiérisé, les entreprises, les capitaux, les mafias se sont engouffrés et ont échangé les marchandises, les capitaux et les hommes. C'est donc vous et les gens comme vous qui ont donné le cadre idéologique qui a permis l'érection de cette nouvelle mondialisation qui fait tant de pauvres dans tous nos pays. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent idéologiquement. Être cohérent, ça veut dire que la mondialisation, aujourd'hui, c'est le théâtre d'une guerre. C'est le théâtre d'un combat, d'une bataille idéologique. Il faut en effet faire une guerre impitoyable aux patrons voyous qui profitent du fait que, quand ils n'ont pas le droit de faire leurs cochonneries en France, ils peuvent aller les faire dans tel ou tel pays lointain, en Asie ou en Afrique. Et en même temps, il faut se réjouir du fait que ce que vous avez l'air de détester, qui est l'ingérence, permette d'aller défendre les droits de l'homme, d'aller exporter la démocratie, d'aller soutenir surtout les femmes et les hommes qui défendent les valeurs démocratiques sous la tyrannie. On peut faire les deux à la fois. Non, vous voulez le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crinière. Ça, c'est incohérent idéologiquement. Deuxièmement, j'ai bien compris que votre ennemi, c'était ce que vous appelez le souverainisme, donc la souveraineté des nations, c'est-à-dire la liberté des nations, a justement résisté à ce rouleau compresseur de la mondialisation, et vous l'affublez immédiatement de l'insulte suprême pétainisme. Hein, je vous rappelle accessoirement que justement Pétain a soumis la souveraineté française à la botte allemande, et que c'est justement tout le contraire, et que le vrai souverainiste c'était le général de Gaulle. Mais évidemment, la souveraineté française c'était lui. Ça me paraît évident. Deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est que vous défendez, vous vomissez le souverainisme, les souverainetés des nations, que vous affublez de commentaires fascisants, c'est tout de suite paresse, la terre et les morts, c'est tout de suite Maurras, le nationalisme intégral, mais il y a des exceptions. Alors il y a des exceptions, il y a la petite exception comme la Bosnie par exemple, ça c'est votre fantasme. Attendez, je finis, je vous ai laissé parler. Mais rapidement, alors. Non, pas rapidement. Ah bah si, quand même. Mais non, parce qu'il parle depuis très longtemps. Donc là il y a la Bosnie, parce que ça de toute façon c'est une fausse nation, donc vous savez très bien que... On n'aura pas le temps d'aborder d'autres thèmes. Mais il faut être rapide. Et puis, vous faites ce que je dirais. Et puis, il y a un pays, les États-Unis, où là, vous ne critiquez jamais le souverainisme américain, qui fait absolument tout ce qu'il veut, mais évidemment, ça c'est l'empire. En fait, votre internationalisme et votre droit d'ingérence et votre droit de l'homisme ne fut en fait, comme votre copain Glucksmann, que le paravent de votre évolution trentenaire, vous êtes passé de l'empire marxiste-léniniste, l'URSS, et vous arrivez aujourd'hui à l'empire américain. Vous êtes en fait toujours en quête d'un empire et d'un maître. Et c'est typique d'ailleurs de beaucoup d'intellectuels français. Alors on laisse répondre là. Absolument. Alors attendez, d'abord le souverainisme, vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Moi ce que je vomis, c'est quand le souverainisme, ça veut dire permis de chasse et permis de tuer. C'est vous qui l'avez Attendez, c'est-à-dire quand le souverainisme, ça veut dire qu'une nation, à l'intérieur d'une nation, on a le droit de faire ce qu'on veut. Charbonnier et maître chez soi. Tyran fait ce qui lui sourit. Quand le souverainisme aboutit à dire qu'on n'a pas à se mêler, par exemple, de ce qui se passe au Darfour, parce que le Soudan est une nation souveraine, héritière d'une tradition d'anticolonialisme, échappée aux griffes d'un empire, et que donc M. al-Bashir a le droit de se faire des cartons sur une partie de sa population, je hais cela. Lorsque le souverainisme, ça veut dire que tel ou tel, on pourrait prendre tant d'exemples, chef d'État tyrannique, sanguinaire,
a le droit de se transformer en une sorte de comte Zaroff faisant la chasse à ses propres sujets, et quand le droit de disposer de sa nation veut dire le droit de disposer de son peuple, je trouve ça répugnant. Moi, Voilà je voilà ce qu'est le souverainisme. Non, Et non, c'est pas ça du tout, s'oppose à cela l'idée, en effet, qu'il y a quelque chose qui dépasse, qui est plus important que les frontières, qui est plus important que ces histoires de nation, qui sont les valeurs, qui sont la démocratie, qui sont le droit imprescriptible pour les femmes de montrer leur visage, d'être les égales des hommes, et ainsi de suite. Et un deuxième point dans le livre. Donc là, vous voyez que Zemmour commence à avoir ce discours qu'on peut qualifier d'assez séduisant, parce qu'il dit beaucoup de vérité, même pratiquement tout ce qu'il dit est vrai. Par contre, vous remarquerez qu'il parle des États-Unis, et à la fin, il aurait été facile de casser toute l'emphase de M. BHL en lui parlant par exemple de Gaza. Mais ça, on remarquera que Zemmour ne le fait jamais. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus aussi, c'est intéressant. Non, il ne lui parle que des États-Unis. Donc là, bon, il a raison. Et là, on voit qu'il commence à se poser en penseur sérieux. En même temps, c'est pas dur. En 2010, il y a qui d'autre en face pour promulguer ce genre d'idées? Pas grand monde. Hein. On est vraiment dans la pensée unique totale. Et donc, ça fait mouche un samedi soir, en prime time. Enfin, seconde partie de soirée, mais c'est beaucoup regardé comme émission. Voilà, avec des rires, des applaudissements. Et on remarque que M. BHL prend tout ça relativement bien. Hein. Voilà, il fait son petit discours, mais il n'est pas énervé. Il laisse parler M. Zemmour. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, on continue. Our valiant boots on the ground and our best allies and so on. And number two, what is, by withdrawing the troops, what are we doing except offering on a silver plate this area to Iran, Putin, and Bashar al-Assad. And this is a geopolitical and a political mistake. Le judaïsme, ça veut déjà dire ça. Ça veut dire que le judaïsme est une catégorie qui n'est pas réductible, est un monde, un continent, un ensemble de textes qui n'est pas réductible à la catégorie traditionnelle de religion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis un partisan, mais plus qu'ardent, un partisan acharné de la laïcité. Et je suis sûr que vous aurez l'honnêteté de l'admettre, il y a plusieurs textes dans ce livre qui sont notamment un texte que j'ai prononcé devant le Grand Orient, devant les francs-maçons. C'est la révolution de 1789. La Torah, c'est le texte précurseur de la Déclaration des droits de l'homme. Rien de plus, rien de moins. Si vraiment le judaïsme c'est ça, alors, attendez, ce que j'ai dit c'est qu'alors, c'est pas la peine de continuer à s'embêter avec la Bible, avec le Talmud, c'est autant sacrifier tout de suite cette espèce d'énorme continent. Et ce que je pense, moi, c'est pas qu'il faut manger cachère dans les écoles, vous n'avez jamais vu ça sous ma plume. Ce que je dis, c'est qu'il y a un immense massif de textes, un trésor intellectuel, un trésor littéraire, un trésor de pensée, qui est la pensée juive, qui se trouve dans le Zohar, dans le Talmud et dans la Bible. C'est terrible avec vous, c'est et vous l'avez dit, vous faites la guerre, donc vous caricaturez toujours vos adversaires, et deux, surtout, la réalité n'existe jamais. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais responsable de vos pensées, on reste toujours je ne suis pas responsable de quoi? On reste toujours dans le domaine de la pensée, et vous ne sortez jamais dans la réalité. C'est-à-dire que vous ne voyez jamais les dégâts dans la réalité de vos concepts philosophiques. C'est ça qui est le plus grave. Parce que là, évidemment, je suis d'accord avec vous, mais ce qu'il faut voir, c'est la réalité. Donc là, on voit, encore une fois, Zemmour qui attaque violemment, avec hargne BHL, hein, il lui fait pas de concession. Et c'est assez marrant de l'entendre dire qu'il n'a pas conscience de ce que ces concepts philosophiques font sur le réel. Ça me rappelle un peu l'histoire de M. Zemmour, hein, toutes les histoires qu'il a eues, il en a eu des nombreuses, hein, mais par exemple la dernière en date avec l'histoire des prénoms. Hein, on a pu voir que c'était vachement bien, ça mettait une bonne ambiance dans la société civile. Lui qui d'ailleurs prévoit la guerre civile, même si il est là pour la fabriquer avec ses collègues mafieux présents sur le plateau. Vous avez vu, hein, vous avez repéré qu'il y avait Yann Mox aussi, hein, dont on va voir le futur. C'est assez drôle aussi de voir Yann Mox là, à côté de BHL, comme si BHL connaissait pas le passé de Yann Mox, alors que tout le monde le connaissait dès le début. Hein. Tous ceux qui s'intéressaient un peu, il suffisait de taper sur internet, tu voyais tout de suite qui était Yann Mox, son passé sulfureux, à côté de pseudo-antisémites. Il y en a plus ou moins que c'est vrai, mais bon. Voilà, n'importe quoi. Allez, on continue. Je comprends. Je voudrais juste, en parlant calmement,
les Juifs ont eu la possibilité depuis les Lumières, depuis Napoléon en gros, de s'assimiler. On est d'accord avec ça. Et je comprends parfaitement que des Juifs aient voulu, Jean-Claude Milner appelle ça les Juifs de savoir. Les Juifs qui en avaient peut-être marre des traditions torachiques et d'étudier la Torah, et le Talmud et le Midrash toute la journée, ont donc décidé d'investir un nouveau domaine de savoir. Walter Benjamin par exemple, ou Hannah Arendt, ont dit il y en a marre du Talmud, je ne comprends rien, comme disait Edith Stein aussi, à ces élucubrations bibliques, et moi, je décide d'être de mon temps, un Juif sécularisé, et donc un Juif qui embrasse le corpus de la modernité. Et c'est là que je voudrais juste avoir ton avis, parce que moi ça me passionne ce sujet. Et je n'ai pas la réponse. Les Juifs qui ont cru pouvoir s'assimiler, les grands intellectuels du début du XXe siècle, là où ils se sont fait avoir, c'est que malgré tout, l'Allemagne nazie les a quand même considérés. Non mais je voudrais avoir ta réponse. Moi, c'est mon interrogation. L'Allemagne nazie n'a quand même pas considéré que l'assimilation a résolu le problème, puisque depuis les Lumières, les physiciens et les mathématiciens ont pris l'habitude de considérer que tout devait être expliqué par des équations. Il y a donc eu, à partir du XVIIIe siècle, un problème juif, et à ce problème, il a fallu trouver une réponse. On a essayé l'assimilation, la ghettoisation, et comme on n'a toujours pas trouvé de réponse, les Juifs assimilés ont quand même été déportés. Et après, je me tais. Pourquoi ? Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a eu, après, c'est pas pour ramener tout à la Shoah, je te le promets, est-ce que tu crois pas qu'après la Shoah, les Juifs dits d'assimilation, qui se sont quand même fait avoir en étant déportés, n'ont pas eu le réflexe de transformer, comme dit Lévinas, cette malédiction en exultation, et finalement se dire, on va retourner au texte biblique, puisque de toute façon, on est irrémissiblement juifs, et que les nazis nous ont reportés dans notre judaïsme originel. Alors, je peux Trois petites choses très vite. Mais je comprends très bien. Très vite. Non, mais sans polémique. Je peux Là, vous voyez, d'un seul coup, Zemmour s'adresse à BHL, il a oublié que c'était son ennemi, donc là il reprend sa politesse. Je peux intervenir, je peux répondre à votre disciple Mox. Voilà, alors. Il y a deux choses qui m'ont frappé, c'est le décalage entre ce que vous dites ce soir et ce qu'on trouve dans le livre, parce qu'en réalité, dans le livre, il y a des traces d'idéologie très dures, avec des phrases comme l'anti-américanisme est une métaphore de l'antisémitisme, qui est une forme, une manière de clore le débat, on ne peut pas discuter. Si vous êtes anti-américain, c'est que quelque part, vous devez bien être antisémite. Donc c'est beaucoup plus dur que ce que vous dites. Il y a un éloge à un moment du marché, où quand même vous essayez en disant mais c'est pas si mal, le marché c'est toujours mieux que le soviétisme, on est tout à fait d'accord là-dessus, et surtout l'avenir le dira. Moi je me demande si dans ce livre on s'en souviendra pas d'abord comme le moment où vous avez basculé dans le communautarisme. Vous êtes très très près de basculer dans le communautarisme, notamment dans le génie du judaïsme, où tout d'un coup on est très surpris de vous, vous dites nous les juifs donc, et vous dites bah oui, il faut faire attention. Il faut faire son retour. Non, il faut nouer des alliances, et là vous prenez comme exemple les néo-chrétiens américains, qui sont des gens complètement rétrogrades, enfin, vraiment tout ce qu'il y a de pire que vous devez haïr au fond de vous-même, donc qui est plutôt un homme éclairé, en tout cas qui se veut éclairé. Et ça c'est, rendez-vous dans 10 ans, peut-être. C'est un texte. Non mais excusez-moi, je finis. Il y a des mécréants qui sur leur lit de mort se remettent à croire en Dieu, peut-être que vous, l'âge venant, vous allez basculer dans le communautarisme. Voilà, l'avenir le dira. C'est un texte où je dis exactement le contraire, où je m'adresse. Donc voilà, Nolo la pointe des faits qui sont aussi vrais. Hein. Donc on voit le basculement progressif de Monsieur BHL dans le communautarisme, ce qui est le but à terme, c'est de transformer la France en États-Unis d'Amérique ou en Israël avec des fortes communautés qui restent entre elles, et de briser l'universalisme français de base. Donc on va essayer de... Voilà, on commence à mettre les idées dans le crâne. Plus, il pointe un truc aussi très important, c'est que dans le livre de BHL, il dit que l'anti-américanisme, ça pourrait s'apparenter à de l'antisémitisme. Alors là, on va encore plus loin que l'antisionisme égale l'antisémitisme. BHL va encore plus loin là-dedans, mais parce que BHL, en fait, il s'en fout en fait de la judéité. Lui, c'est pas son truc. Lui, son truc, c'est Satan à la base. Donc lui, il fait plus partie. Si vous intéressez-vous à ça, c'est intéressant. C'est plus la Kabbale. Les Sabbatéens, voilà, c'est plus ça, lui, sa cam, en fait. Les Juifs, ça sert de chair à canon, hein, comme à la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs. Hein. Les Juifs du quotidien, les pauvres Juifs, c'est eux qu'on morflait pour ces élites, on va dire sataniques, même si j'aime pas dire ce terme, parce que tout de suite, ça fait complotiste, machin. Mais c'est la stricte réalité de ce genre de personnes. Voilà, on continue, on va voir la réponse très intéressante, vous allez voir, de BHL. Ça vaut son pesant. C'est un texte où je dis exactement le contraire, où je m'adresse à un public américain et où je leur dis faites attention aux alliances de circonstances qui peuvent se retourner aussi vite qu'une veste, notamment l'alliance avec les néo-chrétiens. C'est ça que je leur dis dans le texte. C'est pas ça, je ne vois non plus. Si, vous leur dites faites attention, ça peut se retourner, et vous leur dites pour l'instant, c'est vos alliés et soyez. Je leur dis faites attention. Non, vous leur dites faisons attention, tout d'un coup.
Vous qui ne nous aviez pas habitués à ça. Parce que c'est la logique du juif d'affirmation. La logique du juif c'est d'affirmation, oui, c'est premièrement d'être totalement Inexorable. assimilé. Deuxièmement, non seulement d'être le fruit, mais d'avoir l'amour des savoirs profanes et des grandes littératures. Dans le texte que je consacre au Talmud, par exemple, dans ce génie du judaïsme, ma thèse, c'est que ce qui est intéressant dans le Talmud, c'est ce qui me fait penser à la grande littérature. Et une des choses qui me passionne quand je lis Joyce, quand je lis Artaud ou quand je lis Céline, c'est ce qui me fait penser au Talmud. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les deux s'entrelacent. C'est pas du communautarisme, ça veut dire faire dialoguer, faire penser ensemble les cultures. Et quant à l'Amérique, ce que je crois, c'est qu'il y a une idée reçue dont je pense qu'elle est peut-être fausse, c'est qu'il y aurait, et ça c'est vrai que je l'ai dit devant un public américain, qu'il y aurait une indissolubilité de destin entre les États-Unis et Israël, que les États-Unis seraient pour toujours les alliés d'Israël. Je crois que ça n'est pas vrai et que l'on pourrait voir le jour venir où pour des raisons de géopolitique compliquées ou au contraire très simples, parce qu'il y a du pétrole ici et qu'il n'y en a pas là, parce qu'il y a des chantages financiers, etc., on pourrait voir la politique américaine changer de cap. Et j'exhorte les juifs américains et les dirigeants israéliens de ne pas considérer comme une espèce de fatalité heureuse la Tout solidarité ça, ça donne l'anti-américanisme américaine. est une métaphore de l'antisémitisme. Non, ça c'est ce que pense, ça c'est ce que Parce que vous avez votre c'est ce manière que de pense répondre à des questions qu'on vous pose Chavez et pas. Ahmadinejad. Non, C'est vrai. l'axe Amérique, non, il y a un texte en effet. Non, mais ne faites pas semblant de ne pas J'aimerais comprendre. tellement vous comprendre, mais. Alors, je vais vous réexpliquer. Non, répondez à la question. Je N'expliquez pas, répondez à la question. Je réponds. S'il vous plaît. Il y a deux personnages aujourd'hui qui ne sont pas sans importance, qui sont le président iranien Ahmadinejad et le président vénézuélien Chavez, qui ont fabriqué un concept que je trouve monstrueux, qui est le concept d'axe américano-sioniste. Et je dis que dans ce concept-là, ils mélangent et ils font marcher ensemble et ils frottent comme deux silex de maudits la haine de l'Amérique et la haine du judaïsme et du sionisme. Pièce d'identité. C'est chez Grasset, de la guerre en philosophie. C'est pas fini parce que j'ai encore une surprise pour vous, Bernard-Henri. Voilà, donc vous voyez, il est content de lui, BHL, hein, il a sorti son truc, il a pu placer son Ahmadinejad et Chavez, hein, qui parle de l'axe américano-sioniste, qui est totalement vrai d'ailleurs, hein, on le constate tous les jours, même encore maintenant, on l'a vu avec l'Arabie Saoudite, là. On pourrait rajouter Riyad aussi hein, dans cet axe. On voit bien que même avec Trump au pouvoir, on aurait pu penser que ceci, cela, mais il a reconnu le plateau du Golan, l'ambassade à Jérusalem, tout va bien dans le meilleur des mondes. On se demande qui dirige qui en fait. Avec l'affaire Epstein, on a pu voir qu'il y avait peut-être aussi des histoires de pression, d'écoute. Je ne sais pas si vous avez vu aussi. Ça n'a pas fait de bruit dans les médias français que dalle, une brève dans les médias américains que le président était écouté par les services secrets israéliens, normal. Ça aurait été n'importe quel autre pays, ça aurait fait un scandale de malade dans tous les médias. On aurait dit oh là là, les Russes espionnent le président américain. Tout ça. Là, c'est les Israéliens, tout se passe bien. Donc on peut quand même considérer que l'axe mafieux, quand même, globalement, il est là. On pourrait rajouter aussi un peu le Royaume-Uni qui traîne toujours dans les affaires. Et on est pas mal quand même. Et bon, malheureusement, on est obligé de constater aussi que ça passe aussi par la France depuis quelques temps. On l'a vu avec Sarkozy en Libye, Hollande pareil, la Syrie. Macron qui continue le boulot, il avait envoyé des missiles avec Trump. On ne sait pas où ça s'arrêtera avec l'Iran, je ne sais pas où ça va aller. Mais voilà, donc on voit bien que l'ennemi c'est l'Iran. Et tout ça va très bien. Et sinon une petite anecdote, là vu qu'on est sur BHL et qu'on va passer à autre chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, après les attentats du Bataclan, ça c'était fabuleux aussi, on voit aussi, ça, quand on y pense c'est complètement fou. Juste après, les attentats ont eu le 13 novembre, le 14 novembre à 16h30, Monsieur BHL était face au Bataclan et répondait aux télés américaines au nom de la France, n'est-ce pas? Donc voilà, Monsieur BHL, toujours au top, toujours au bon endroit, et il fait ce qu'il fait, il fait ce qu'il faut. Vous vous rappelez, il était aussi en Ukraine sur le Maïdan, pour faire des grands discours, tout le monde s'en foutait, mais c'est pas grave. Il fait une pièce de théâtre sur l'Europe, tout le monde s'en fout, il est obligé de l'arrêter avant, mais c'est pas grave, ça continue, il est subventionné. Il se permet de traiter Monsieur Chouard d'antisémite. Enfin voilà, c'est la fête à neuneu avec lui, on peut dire que c'est quand même un sacré cacou. Allez, on continue. Vous avez choisi un dessin de Pancho dans le Canard enchaîné, un dessin qui représente Olivier Besancenot, qui se dévoile lui aussi, c'est le titre du dessin de Pancho, et on voit Besancenot qui dit « Je savais que ça allait faire parler de moi ». On comprend évidemment que c'est à propos de l'affaire de cette jeune femme voilée qui fait partie des listes du NPA, du nouveau parti anticapitaliste de Olivier Besancenot. Alors pourquoi ce choix ?
Parce que je trouve que c'est une erreur politique, même par rapport à la tradition dont il se réclame, qui était une tradition internationaliste, donc de solidarité au-delà du territoire français. Et avoir une candidate qui se présente sous ses couleurs en foulardé, c'est une insulte par exemple aux femmes qui défilent à Téhéran à l'heure où nous parlons, ou qui défileront demain à visage découvert et sans foulard, et pour qui le port du foulard est justement le signe de la tyrannie. Donc c'est très navrant et très curieux de voir cet homme qui se veut l'héritier de cette extrême gauche internationaliste, solidaire de tous les damnés de la terre, des incomptés, etc., qui accepte quelque chose qui n'est pas du tout un signe religieux, mais qui est un signe politique, qui veut dire l'oppression. Monsieur Lévy, vous savez que... Et que le voile, c'est une prescription religieuse. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Après, on l'interprète comme on veut. Mais c'est une prescription religieuse. Et que là, c'est simplement la tentative du NPA, qui a déjà d'ailleurs commencé depuis plusieurs années, de faire une alliance avec les islamistes pour avoir j'allais dire, une armée de nouveaux militants. Exactement. De nouveaux militants dans les banlieues. Vous avez très bien compris ça, évidemment. Mais je maintiens que vous êtes le moins bien placé pour dénoncer ça, parce que c'est l'islam d'affirmation. Moi, je dis que c'est une insulte à toutes les femmes qui considèrent, attendez, que le port du voile est un malheur et que la lutte contre le voile est un devoir, que de parler comme vous en parlez là. Il y a en Algérie, au Pakistan, en Afghanistan. Ah bon, alors, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je suis pas pour le voile. Mais moi, je l'affaire Besancenot et la jeune femme voilée sur la liste NPA à travers le dessin de Zemmour, enfin en tout cas, le dessin de Catherine choisi par Éric Zemmour. C'est dans Charlie Hebdo qu'on trouve. Le postier Besancenot a trouvé sa boîte aux lettres. J'accepte la publicité, dit la jeune femme. Ça, il est meilleur que le mien. Moi aussi, dans Charlie, j'en ai trouvé un. Donc vous voyez, tout est bien qui se finit bien. C'est les grands éclats de rire, hein, comme d'hab dans cette émission. Tout le monde est content. BHL est content. Ça se finit bien sur le dos de l'islam. Voilà. Allez, on va avancer un peu dans le temps. Donc là, on est en 2010. On va passer en 2013. Vous lisiez Charlie Hebdo, vous écoutiez les Rolling Stones, et vous portiez des cheveux longs et bouclés. On vous appelait Rocheteau. Tout ça, parce que je joue au foot aussi. Vos parents vous ont poussé à réussir brillamment vos études ou c'est vous qui le réclamiez? Non, je le réclamais, mais moi j'ai été élevé dans si vous voulez, il n'y avait qu'une chose dans ma famille, c'était l'instruction. Ma mère disait, il faut être instruit. Et il n'y avait qu'une seule chose, c'est être premier de la classe. Si j'étais pas premier de la classe, elle m'appelait Poulidor, donc j'avais intérêt à être premier de la classe. Alors certains invités politiques, un peu comme Jean-François Copé la semaine dernière avec Natacha et Audrey, qui avaient bien préparé toutes ces fiches sur vous deux, les invités politiques, vous le savez ici, régulièrement, paf, vous balancez dans la figure votre ratage à l'ENA. Ça, à chaque fois. C'est moi qui l'ai dit en plus, pour un portrait, j'aurais pu très bien me taire, personne m'en aurait jamais parlé. À chaque fois quasiment, vous y aviez le droit. Même Michel Drucker m'a fait le coup, vous vous souvenez? Oui, même il se cachait derrière son frère qu'il avait eu. Vous vous souvenez, c'était drôle. 2 fois vous avez raté l'ENA. Oui, mais si vous voulez, j'étais admissible la première année. Attendez, ce qui m'intéresse, c'est qu'il paraît que la première année, c'est à cause de l'anglais à l'oral que vous avez échoué. C'est vrai. Et c'est pour ça que vous en voulez à tous ces chanteurs qui chantent en anglais aujourd'hui. Non, mais c'est sûr. D'ailleurs, j'ai eu D'ailleurs, dans une de vos chroniques consacrées il y en a une sur l'anglais, à Christine Lagarde qui remplace DSK à la tête du FMI, vous vous moquez, donc pas d'elle, un peu quand même, en disant voilà, en fait, elle a été prise pas seulement parce qu'elle est douée en économie, surtout parce qu'elle parle très bien l'anglais. Écoutez, elle aussi, elle a raté l'ENA à l'oral. Mais quand elle était ministre des Finances, en fait, elle n'était pas vraiment ministre des Finances, c'était à l'Élysée que tous décidaient, et ils pensaient la virer, et Guénaud a dit non, parce qu'elle parle très bien anglais, donc dans les conférences internationales, elle peut parler. Je dis ce que je sais, et donc voilà, c'est tout. En même temps, il y a des gens qui ont raté l'ENA et qui sont arrivés très loin dans ce pays. Oh, puis il y a des gens qui Voilà, donc là on est on est 17 mars 2012, donc on n'est pas en 2013, désolé, je m'étais planté. Donc on est à quelques semaines du premier tour de la présidentielle. Et donc là, vous voyez, on a un plateau de choix, donc avec toujours une dame pour représenter le côté gauche, et on va dire Natacha Polony pour représenter le côté droit, et on va dire un peu pour aussi l'amener aussi à être un peu Zemmour vient sur le plateau là en tant qu'invité, pour un peu l'adouber et que ça devienne un peu son alter ego féminin, on va dire, qui va défendre à peu près les mêmes choses, sauf sur l'immigration, où elle va avoir un côté un peu plus féminin, un peu plus humain. Mais globalement, vous allez voir, ça se passe très bien entre eux. Et là, on a même une déclaration d'amour de sa collègue, ex-compagne de Monsieur Montebourg, qui est lui-même Young Leader. Donc, tout ce petit monde bien sympathique. Donc on voit là, elle fait carrément une déclaration d'amour à Zemmour presque, hein, en disant voilà, c'est pas grave, t'as raté 2 fois l'ENA. D'ailleurs, au passage, comme Monsieur Macron qui a aussi raté 2 fois l'ENA. Et c'est ça qu'on nous vend pour des cerveaux supérieurs, fabuleux, gigantesques.
c'est super. À titre de comparaison, on peut dire par exemple que Monsieur Asselineau a fini 2e de sa promo à l'ENA. Il n'a pas raté 2 fois l'ENA, lui. Voilà, on Mais continue. alors, il y a un livre, j'ignorais, ça aussi, que vous avez fait avec Patrick Poivre d'Arvor. Ben si. Oui, les rats de garde. C'est un livre. On a fait ça en 3 semaines. Ah, c'est ça que j'allais vous demander. Ça se voyait, C'était hein. justement la question que je voulais vous poser. Je suis d'accord. Ça se voyait que ça a été fait. Ça, je suis d'accord. Ah, Mais il y avait quelque chose d'original dans ce livre. Le seul truc bien dans ce livre, c'est qu'on a annoncé la pipolisation des politiques. Absolument. Honnêtement, le reste, c'est fait à la va-vite. Il y aurait il y a des tas de défauts, mais on a vu ça avant tout le monde. On voit le bandeau là sur. Vous aviez le même coiffeur à l'époque ou le même... Vous l'avez rendu jaloux ce jour-là, PPDA. Alors, lui, il va finir à l'Académie française. Bah, grand bien lui fasse. En tout cas, il est candidat, Absolument. Patrick Poivre d'Arvor. Il avait vraiment bossé sur le livre? Et en fait, il envoie. Je vais vous dire comment il était. D'abord, c'est lui qui a eu l'idée du livre, premièrement. Donc, il faut lui rendre cet hommage-là. Et on s'était partagé la tâche. En fait, il m'envoyait les chapitres qu'il avait écrits et au fur et à mesure, moi j'écrivais moi-même et je réécrivais tout pour qu'il y ait une patine commune. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça continue pour la promo de Monsieur Zemmour. Donc on le présente, hein, il a fait un livre avec PPDA et il joue l'humble, que c'est PPDA qui a eu l'idée du livre, mais en gros il te dit, bon bah c'est moi qui ai fait tout le boulot quoi en fait, l'autre il a rien fait quoi. Hein. Et en plus il va être à l'Académie française, tu vois. Alors que c'est moi qui ai fait tout le boulot, c'est moi le mec consciencieux et tout. Mais tu venais juste de dire avant quand même que tu avais été recalé 2 fois à l'ENA, hein. Je te le rappelle comme ça. Bon allez, on continue. Chez des vaniteux, chez Albert Michel, pour ceux qui n'ont pas eu le loisir d'écouter pendant toute l'année 2011 Éric Zemmour, ou qui veulent retrouver ses chroniques, parce qu'il y a des vrais aficionados. Vous êtes même un gourou, hein, vous avez vu l'enquête qui a été publiée, vous arrivez pas mal c'est le début des emmerdes. dans cette Ah oui, enquête. effectivement, oui. Ça vous fait marrer? Non, j'ai pas vu. Ah bah si, top gourou, sondage exclusif TNS Sofres pour CB News. Bon alors, en même temps, attention, hein, c'est ce qu'on appelle un sondage fermé, c'est-à-dire que c'est eux qui ont proposé 26 noms, par chance, vous étiez dans les 26 noms. Encore malchance. Vous aussi d'ailleurs, Michel Onfray, mais vous êtes derrière Éric Zemmour. Hein. Alors, Désolé. celui qui arrive le plus haut dans ce sondage. Mais qu'est-ce que c'est quelle est la question question, je vous la donne. Ah oui. Parmi ces 26 personnalités, lesquelles, selon vous, ont une influence sur ce que vous pensez? Et les Français, il y en a eu 1016 qui ont été interrogés, tous majeurs, 18 ans et plus, hein, ont répondu en 1, Jean d'Ormesson. C'est marrant. En 2, Alain Duhamel. Du coup, ça relativise Bah beaucoup oui, le fait bah de se oui. trouver En dans la 3, liste, Nicolas je suis Hulot. désolée. En 4, Yann Arthus Bertrand. Oui, c'est la même ça. Jacques c'est Attali. la même. Ah oui, En Hulot. 5, et vous arrivez, vous, derrière Elisabeth Badinter. C'est pas mal quand même, vous êtes en 1, 2, 3, Derrière 4, Jacques 5, 6. Attali et Alain Duhamel. Franchement, Tout ça ça pour ça. 30 ans de retard sur Duhamel, c'est Tout ça normal. pour ça, On vraiment. en parlera dans 30 ans. Et alors, Éric Zemmour, derrière vous, il y a Apathy. J'arrive combien alors? Ah ben 7ème. C'est pas mal. C'est pas mal 7ème. Il y a Apathy derrière vous, Michel-Édouard Leclerc. Ça va lui plaire, ça. Stéphane Essel, Yannick Noah, Christophe Barbier, Éric Cantona. Christophe Barbier. Ah oui. Éric Cantona aussi qui fait beaucoup penser. Et mon frère est derrière. Oui, ça, attendez, c'est dur. je ménage le suspense. Axel Kahn, Laurence Parisot, pas de bol. Bernard-Henri Lévy est avant vous, Michel Onfray. Moi, je suis devant Bernard Henri, je note. Edwy Plenel, Ah, il et est enfin, derrière moi. ça y est, Michel Onfray, vous êtes là. Mais vous êtes pas mal placé, vous êtes devant Alain Minc, Ah, ça c'est pas mal. Ça peut me Entre Edwy Plenel et Alain devant Minc. Séguéla, C'est beau. devant Lilian Thuram, devant Caroline Fourest et devant Joe Star. On peut me mettre à penser. En fait, ce qui est bien, c'est de ne pas être dans cette liste. Vous croyez? Ça me chie. Qu'est-ce que vous avez pensé du Zemmour? Je donne la parole à Natacha Polony en 2, parce que je sais qu'elle connaît mieux Eric que vous. Ah oui, d'abord Audrey Pulvar. Vieille histoire avec Zemmour et moi. Ah oui, on peut aller la voir cette vieille histoire. Ah bah voyons. Parce que vous n'avez pas toujours été C'est pas du tout téléphoné. Hein. Vous le saviez? Non, je savais pas. Non. Regardez, les rôles étaient inversés à l'époque. Ce que je veux dire par là, c'est que le discours politiquement correct est tout à fait retranscrit par la plupart des femmes journalistes, tout simplement, et que j'ai connu, je peux le dire, à droite comme à gauche, les hommes politiques qui se mettent en ménage avec des journalistes femmes sont influencés par ce politiquement correct. Et qu'il y a là une caste politico-médiatique, mais oui, vous voyez, je vous surprends. Il y a une caste médiatico-politique qui pense la même chose, qui est du même milieu, et qui est complètement coupée du peuple. C'est ça, le plus grave dans votre histoire, c'est ça. Je ne suis pas dans ce truc où tout est prévu et tout est entre castes de gens bien pensants. Je combat ça tous les jours. Peut-être que vous vous en avez pas rendu compte, donc ça veut dire que je ne l'ai pas fait avec assez d'efficacité. Mais vous vous trompez. C'est bien, ça veut dire que vous pourriez remplacer Eric Zemmour un jour. Peut-être. Et là, toi. Fais gaffe, toi. Elle avait tout. Elle avait tout manigancé. Même moi, j'avais oublié ça. J'avais tout manigancé avec Oui, alors là, je sais que vous êtes touchés, c'était très touchant comme séquence, hein. On voit que, bon bah, elle est de gauche, parle avec un mec qui fait à moitié la promo du FN, mais ça la dérange pas, ils sont copains comme cochons. Voilà, il parle de caste. Et Zemmour arrive quand même à nous faire croire que lui, il ferait pas partie de cette caste. C'est pas sans rappeler un certain Trump.
Alors peut-être que bientôt ils vont nous inventer quelque chose, je ne sais pas. Parce que j'ai vu quand même passer dans certains endroits qui pourraient, parce que apparemment dans les milieux autorisés, ils considèrent que Marion Maréchal ferait peut-être pas l'affaire pour réunir toutes les droites. Et que Zemmour serait une option, parce que vous voyez hein, dans les sondages, d'ailleurs c'est très amusant aussi à voir, vous voyez que là il précise que c'est un sondage orienté, que les noms sont déjà donnés, ce qu'il ne fait pas quand il présente les sondages des présidentielles, ou comme vous l'avez pu le voir avec l'UPR par exemple, des fois on ne figurait pas sur les listes de sondeurs. Mais ça, il ne le précisait pas. Mais là par contre, entre eux comme ils sont de la caste, hein, ils rigolent bien. Et ils se présentent leur petit sondage, on voit que même le petit Onfray, il se marre bien, vous allez voir, tout le monde s'entend super bien, c'est vraiment une super soirée. Encore une bonne soirée pour adouber notre petite zézette Zemmour, c'est la fête. Allez, on continue. Écoutez, vous serez étonnés, vous non, je pense pas, parce qu'on s'est déjà parlé, mais certainement d'autres personnes, qu'on soit assez d'accord sur pas mal de choses dans ce livre. Moi, je suis... tout à fait, je souscris tout à fait à la façon dont vous brocardez l'indignation, un mot galvaudé aujourd'hui, votre position sur l'affaire Polanski. Je vous trouve un peu, vous donnez un peu raison, à mon sens, à Marine Le Pen sur l'affaire Frédéric Mitterrand, alors que autant, effectivement, l'interview de Frédéric Mitterrand par Laurence Ferrari avait été assez pitoyable pour lui, dans son contenu, autant l'usage qu'en avait fait Marine Le Pen était très discutable. Peut-être rappeler le contexte pour que nos téléspectateurs... Marine Le Pen avait accusé Frédéric Mitterrand, dans son livre La mauvaise vie, de faire l'apologie de la pédophilie, ce qui est absolument faux, parce que c'est un livre qui raconte effectivement des relations tarifées, pas avec des boxeurs de 40 ans, mais avec des jeunes personnes, mais... Il est difficile de dire que ce sont des mineurs, que ce sont des enfants, et ce livre n'est pas à la mauvaise vie une apologie de la pédophilie, loin de là. On est assez d'accord sur l'expédition de Vergès et de Dumas en Côte d'Ivoire, ou encore plus, parce que ça je le dis quasiment tous les samedis soirs, sur les vraies raisons de l'échec de Lionel Jospin en 2002. Là où je suis un peu déçue, c'est que je trouve que vous caricaturez de la même façon ceux auxquels vous reprochez d'être caricaturaux. C'est-à-dire vous faites comme... et notamment, par exemple, sur la Côte d'Ivoire, vous nous faites une analyse très fine des enjeux, des problèmes de population, de pouvoir sur telle ou telle région du pays, etc. Donc là, on est dans la dentelle. Et puis deux pages après, vous nous parlez de l'immigration en France. Et là, on retombe dans le cliché. Alors, les 200 000... L'immigration, c'est 200 000 personnes par an. Mais ça fait très... Non, mais c'est le dire comme ça, c'est un raccourci. Parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas 200 000 personnes qui rentrent en France chaque année et qui restent en France chaque année. Je veux dire, le solde de migration... Oui, mais c'est important de le dire. Oui, mais... Il y en a quasiment les 2 tiers qui repartent. Non, mais si, vous ça s'appelle un solde migratoire. Non, vous plaisantez, il y en a 200 000 qui rentrent et il y en a 130, 140 000 qui repartent. Et vous plaisantez. Mais non, je ne plaisante pas. Ce sont des gens qui viennent et qui repartent, qui viennent et qui repartent. Ça ne veut pas dire ce ne sont pas les mêmes qui viennent et qui repartent. On est d'accord. Oui, mais donc il n'y a pas. Écoutez, ça s'appelle un solde. Il y a 200 000 entrées légales qui rentrent. Le solde migratoire, c'est une autre question parce qu'effectivement, comme le dit Natacha, ce ne sont pas les mêmes qui ressortent. Il y a les 200 000 entrées, j'explique. Pendant 25 ans. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que si. Mais non. Il reste tout simplement parce que, qui vient dans les 200 000 entrées légales? C'est aux 3/4 le regroupement familial et les mariages. C'est ça. C'est d'ailleurs le vrai problème quand Nicolas Sarkozy aujourd'hui dit je vais réduire de moitié, il ne le peut pas. Il ne le peut pas, à moins, et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs, à moins ce que j'expliquais dans une chronique de cette année, à moins dans de le prochain livre, donc. Exactement. On verra. À moins de remettre en cause, non pas le regroupement familial, les conventions internationales qu'on a signées, à mon goût légèrement, et qui nous obligent à recevoir ces gens. Moi, je pense qu'il faudrait dénoncer ces conventions internationales. En tout cas, si on veut réduire vraiment l'immigration légale, après, c'est une discussion à savoir est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on le veut pas. Mais si on le veut, il faut dénoncer ces conventions internationales. Je suis pas du tout dans la caricature. J'essaie. Ce que vous laissez entendre, François Hollande est tombé dans le piège. Il y a une semaine, il a expliqué à la télé, oui, mais il y a 200 000 entrées par an depuis 10 ans. Alors faites le calcul. Comme oui, il y avait 2 millions. Mais il n'y a pas 2 millions d'étrangers en plus. Mais non, mais c'est complètement faux. Parce que vous en avez qui repartent. Eric, oui, mais et ces gens-là sont parfois des études. Mais oui, ce ne sont pas les mêmes. Mais ce ne sont pas les mêmes. Ça compte quand même. Non, mais oui, mais sauf que non, parce que la discussion
discussion. bon, d'accord. Ça ne... Enfin, bon, c'est pas, y a pas, Ils ne c'est pas peuvent tout le compter que livre quand sur, ils rentrent. sur cette chronique. Non, non, c'est sûr. Mais sur la chronique que vous écrivez sur Marine Le Pen, Laquelle? en nous expliquant Le portrait de la fin. le portrait de Marine Il Le faut Pen. que j'explique 2 expliquant- minutes, c'est parce que c'est des Oui. portraits que d'ailleurs que m'a demandé l'éditeur, une espèce de bonus du livre que je n'ai pas fait à l'antenne. Donc Qu'elle c'est n'est des- qu'elle n'est pas si infréquentable que ça. Et que d'ailleurs, elle parle beaucoup moins des immigrés et des étrangers que son père. Je dis pas qu'elle n'est pas C'est faux. infréquentable, j'ai dit que elle voulait ne plus être diabolisée. Après, chacun porte un jugement, mais je dis simplement que Marine Le Pen a une stratégie que tout le monde connaît de dédiabolisation et que ensuite, effectivement, elle parle moins d'immigration que son père. D'ailleurs, je pense que Non, mais ça, c'est faux. ça pourrait lui coûter cher électoralement. Elle en parle différemment, mais elle en parle toujours autant. Bien que ce sûr. soit dans son programme, que ce soit dans son livre, Bien que ce sûr, soit dans mais- ses prises de parole. Le danger pour la France, et ça c'est clair dans le programme, dans les propos et dans les écrits de Marine Le Pen, le danger pour la France, c'est l'étranger et c'est l'immigré. Elle en parle autant que son père, mais différemment, avec moins d'outrance, en ayant moins d'outrance Écoutez. verbale, quoique. Écoutez, moi je pense qu'on peut et on a le droit de parler d'immigration. Je pense qu'il y a une critique globale à faire de la mondialisation. La mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est la liberté des capitaux, des marchandises, ça s'appelait à la gauche, mais aussi des hommes et aussi les 200 000 entrées qu'on est obligé d'accepter. Tout ça, c'est la mondialisation. C'est un système global, c'est un système économique qui permet, d'ailleurs, l'immigration permet d'améliorer le rendement du capital qui se balade en faisant pression à la baisse sur les salaires. Quand on ne peut pas délocaliser, eh ben, on fait venir les immigrés. Tout ça est un système global. J'estime qu'on a le droit de faire une analyse globale de ce système global. Il n'y a pas de tabou et Il n'y a pas de l'immigration. tabou, mais on n'est pas obligé de le faire, parce que vous n'êtes pas le seul, ni vous, ni Marine Le Pen, je ne vous mets pas dans le même sac à faire cette analyse. On n'est pas obligé non plus de faire cette analyse en désignant l'étranger, l'immigré, comme le bouc émissaire, comme le principal problème lié à la mondialisation. Je ne désigne pas l'étranger comme un bouc émissaire. Non, mais je vous dis ça par rapport à ce que vous dites sur Marine Le Pen. Mais quand vous dites que finalement, elle ne parle pas tant que ça des immigrés. mais je vais vous dire, je trouve que même, alors je ne suis pas ni l'avocat de Marine Le Pen, ni le procureur, je m'en Comment vous moque seriez complètement. Julien Collard? Exactement, puis vous pourriez pas m'inviter parce que vous n'êtes plus dans les soutiens, etc. Mais même Marine Le Pen, comment vous dire ça, elle a un positionnement très chevènementiste, Marine Le Pen. Moi, c'est ça qui me frappe. Quand vous lisez son livre, c'est une analyse très chevènementiste de la mondialisation, de la France, etc. Où l'immigration, oui, est importante, mais où elle ne fait. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'elle n'en fait pas le pôle majeur de son raisonnement politique. Et je pense même que électoralement, ça va lui coûter cher. Je pense qu'effectivement, ça lui coûte cher. Bon, Donc après... voilà, vous voyez comment ça se passe. Hein. Donc on fait bien monter Zemmour, hein, comme c'est la tête pensante, le mec qui réfléchit, tout ça. Voilà, en face de lui, on lui met un peu on va dire, quand même relativement une cruche. Hein. C'est pas une grande journaliste, Boulevard, elle n'a pas des grandes analyses. Hein. Et donc voilà, on joue sur le côté immigration. Voilà, un mafia capitaliste en place pour bien faire monter ce genre d'idée, tout en essayant de dédiaboliser la droite. Normal. Le problème, c'est pas du tout la fuite des capitaux, c'est plus du tout l'UE, tout ça, non. Alors quelque part, elle a un peu raison, Boulevard, mais en fait, on est un peu sur un sujet de seconde zone, quoi, par rapport à l'importance des sujets majeurs. Et Zemmour est là pour nous détourner, nous amener sur une voie plus basique, à se prendre la tête sur les immigrés, l'islam et tout le bordel, pour pas qu'on pense aux gens comme son patron ou comme ses chefs, comme les BHL et compagnie, qui nous volent tous les jours et qui partent dans les paradis fiscaux. Bah, je suis pas en train de dire que l'immigration c'est pas un sujet à traiter, mais je pense pas que ça soit le sujet majeur qui nous préoccupe en ce moment. Quand on voit l'évolution qu'il y a eu depuis 2012 d'ailleurs Zemmour dit très bien les choses, hein, il explique que ça va être une faute électorale pour Marine Le Pen, il n'aura pas tort, parce qu'après elle va faire toute sa campagne jusqu'à 2017 sur l'euro, qui ensuite la sortie de l'Europe et de l'euro, enfin une pseudo sortie de l'euro et de l'UE, qui après va faire un retournement de veste, et maintenant, depuis 2017, on est revenu aux basiques, aux fondamentaux, immigration, c'est ça qui marche,
Parce qu'ils ont les stats, ils voient, hein, comme vous avez vu tout à l'heure, ils savent ce qui monte dans l'opinion, ce qui baisse dans l'opinion, ce que le français de base, il veut entendre. Et ils gèrent leur petite affaire tous ensemble. Et vous voyez sur le plateau, ça bronche pas. Hein. Il y a 10 ans, ça rigolait dans tous les sens. On aurait eu des cris ça serait exclafé. Oh, qu'est-ce que vous dites, monsieur Zemmour? Mais là, on voit que c'est en phase de normalisation, tout ça. Hein. On peut raconter ce qu'on veut. C'est plus très important. Allez, on continue. Que le rapport, s'en éloignait pas. Le rapport presque philosophique à l'homosexualité dépend beaucoup de ça. C'est-à-dire que je pense que les religions monothéistes sont très sévères avec l'homosexualité parce qu'à l'époque, il y avait très peu de monde sur la Terre. Et je pense que d'ailleurs, c'est une comme ça, de mes idées, c'est que je pense que la tolérance moderne, entre guillemets, pour l'homosexualité vient de la surpopulation actuelle. Et là, vous ajoutez normalement, vous vous souviendrez, hein, j'aurais été le premier à le dire. Parce qu'il paraît qu'on vous surnomme même au journal. Pas même, uniquement au Figaro. On vous surnomme, tu connais ma thèse. Ah oui, je dis toujours ça. C'est votre surnom. Tu connais ma thèse. Oui, je dis toujours ça. C'est-à-dire que j'ai tendance à conceptualiser et à théoriser tout. Donc du coup, je le dis comme ça. C'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Mais vous revenez parfois sur des concepts ou des théories où est-ce que vous êtes têtu et on peut réussir à vous faire changer d'avis. Je pense qu'on peut réussir à me faire changer d'avis, mais il y a peu de gens qui y arrivent. D'un mot, et là c'est le coup de la petite allumette. Alors j'avoue que j'avais pas du tout vu l'allusion sexuelle. Franchement, au contraire, effectivement, pendant tout le livre, je me suis dit, il peut pas s'empêcher de glisser sa petite allumette dans le bûcher. Et pour moi, ça n'avait rien. Mais bon. Non, moi non plus. Je vous rassure. On peut convoquer Freud, Michel, votre grand ami. Effectivement, page 164, donc on parle des rapports entre hommes-femmes, des rapports de sexualité, etc. Vous dites. La notion même de harcèlement sexuel est le produit de renversement entre la diabolisation de l'homme et de la femme. Que signifie harceler? Quand une drague insistante devient-elle un harcèlement? Qu'est-ce qu'un consentement autonome? Existe-t-il jamais entre hommes et femmes? Et là, C'est drôle parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit ça va la faire tiquer. non, mais c'est pas que ça. Bon, ça me fait marrer. Mais moi, là, je me dis, non, je vais vous dire. il n'a pas pu s'en empêcher. Ah non, mais je le pense profondément. Je pense que l'autonomie totale en matière sexuelle est un mythe. Et le consentement mutuel, ça n'existe pas. Le fait qu'un homme et une femme, je pense que vous le vouliez ou non, l'un de l'autre, que vous le voulez ou non, les rapports de force existent. Et que c'est comme ça. Il y a des rapports de force entre les hommes et les femmes. Multiples d'ailleurs. Vous comprenez bien que c'est pas toujours évidemment la force du côté de l'homme. Que c'est comme ça qu'il y a des rapports qui vont au-delà de l'attirance sexuelle, que la sexualité n'est pas seulement une attirance des corps, mais aussi des arrière-pensées, des fantasmes, des inconscients sociaux. C'est pour ça que l'affaire Strauss-Kahn est devenue une affaire mondiale. Mais évidemment, je pense que l'affaire Strauss-Kahn révèle une chose, c'est que pendant des siècles, c'était la femme qui était le diable, la sexualité féminine qui était diabolisée, même quand c'est l'homme qui agressait, on disait la femme n'a qu'à pas le tenter. Aujourd'hui, nous vivons l'inverse, c'est-à-dire nous vivons la diabolisation de la sexualité masculine et de la virilité. J'avais déjà. C'est pas la diabolisation, enfin c'est. Non, diabolisation, ça voudrait dire qu'on fustige quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être fustigé. C'est exactement ça. Bah non, quand il y a un prédateur sexuel qui se jette sur quelqu'un qui n'a pas envie d'être dans ce rapport-là, on ne peut pas dire que c'est diabolisé, c'est condamnable. On ne sait pas si c'est... Je pense, et c'est la discussion que j'avais avec Audrey, je pense ce n'est jamais aussi simple. C'est-à-dire que je pense que ce que vous appelez le prédateur, il y a des femmes qui volent des prédateurs. C'est symbolique, évidemment symboliquement, bien sûr. Je ne parle pas de prédateur réel, je ne parle pas de violeur. Il y a une symbolique. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a des rapports de force. Donc là, pareil, on voit bien comment Zemmour impose ses idées. On est en 2019, on voit comment tout ça a fait son chemin, comment c'est devenu un peu la norme. Donc voilà, les femmes elles voudraient des prédateurs sexuels, d'après lui. Pourquoi pas on voit bien où il veut en venir. Et ça bronche pas trop sur le plateau. Ça passe. Et tout ça, ça a été infusé. Là, on est en 2012. Il est rentré dans l'émission, lui, en 2007. Et il parcourt les plateaux télé depuis. Et on est en 2019 aujourd'hui. Vous imaginez bien comment tout ça infuse tranquillement. Comment petit à petit, je vais dire on droitise. Alors après, il ne faut pas que les personnes qui se sentent de droite se sentent offensées. C'est pas mon but quand je dis ça. Parce que je pense qu'il y a une droite, sociale respectable. Mais là, on est quand même dans la droite, sioniste qui dit pas son nom. D'ailleurs, je vais vous le prouver après, parce qu'on y reviendra sur ces affaires-là. Le monsieur qui a raté 2 fois l'ENA. Il va pas toujours au bout de ses raisonnements, bizarrement.
On verra ça tout à l'heure. Sur le bandeau rouge qu'a ajouté l'éditeur l'année où les masques sont tombés, évidemment, alors il y a le masque de Dominique Strauss-Kahn, Des dictateurs arabes. Des dictateurs arabes, la révolution, le printemps arabe, c'est un des thèmes Absolument, majeurs de l'année. un des thèmes majeurs parce que c'est le retour du printemps européen de 1848. Vous vous souvenez quand les dictateurs arabes ont été renversés, immédiatement on nous a dit à Paris, il n'y aura pas d'islamisme, c'est impossible, c'était un argument fallacieux. Il y a un empire à peu près. Exactement, un argument fallacieux des dictateurs pour pouvoir pérenniser leur pouvoir. Il n'y aura absolument pas, ceux qui sont descendus dans la rue sont des démocrates, ils voulaient la démocratie, etc. Sauf qu'on a l'islamisme partout et qu'à chaque fois qu'il y a des élections, c'est les islamistes qui gagnent. Michel Onfray, un commentaire là-dessus sur ce que disait moi? Sur l'œuvre complète d'Éric Zemmour. Moi j'aime bien l'homme parce que c'est un homme libre. Et que dans une configuration où tout le monde dit à peu près la même chose, parce que si on est de gauche il faut dire ça, si on est de droite il faut dire ça, si on est de gauche antilibéral, etc. Il y a des catéchismes partout, c'est un homme sans catéchisme. Donc je ne souscris pas à tout, bien sûr, sur les questions de féminisme. Moi je défends un féminisme libertaire. On s'était déjà opposé là-dessus. C'est ce que disait Guillaume aussi finalement sur Zemmour en début d'émission, c'est qu'il n'appartient pas à une chapelle, ou à, il est totalement... Et si on est sincère, on est obligé de le dire. C'est un homme libre. Et les paroles libres, elles sont rares. Donc il contraint à réfléchir. Quand il y a une diabolisation de Marine Le Pen, que ça dure depuis un quart de siècle, que finalement on ne veut pas entendre 30% de ce que les Français veulent dire, j'ai juste envie de dire, mais débattons. Arrêtons de diaboliser. On n'a pas diabolisé, enfin je vais ramener des choses à moi. Je veux dire, quand j'ai fait mon Freud, on a diabolisé, on a dit fasciste, nazi, pédophile, etc. On diabolise, on ne discute pas, et ça continue. Et je trouve qu'avec Éric Zemmour, on peut débattre. Il ne méprise pas les gens, il a des arguments, il a des choses à dire. Si on n'est pas d'accord, il est courtois, il est poli. On n'est pas d'accord, on se dit des choses, on argumente, il a de la culture, il a du savoir, il a des lettres, il connaît bien l'histoire, et c'est intéressant de débattre avec lui. Vous avez assez de venir, dites donc, Zemmour. Voilà, entre en scène un autre personnage médiatique important, Monsieur Onfray, n'est-ce pas, philosophe de gauche, et qui partage avec Zemmour d'ailleurs une certaine haine du Coran, de l'islam. C'est assez marrant d'ailleurs, qui est aussi un peu les fils qui se touchent quand on parle de l'axe américano-sioniste. C'est un peu le cas de tous les gens qui sont sur ce plateau d'ailleurs, parce qu'en fait c'est vraiment l'axe mafieux que je pense il faut désigner, mais ils ont un peu de mal avec ça. Voilà, et donc voilà, on rigole bien, tout le monde s'aime là-dedans, c'est cool. Allez, on continue. J'ai remarqué ça, les deux faces, quand on est là, ça c'est un témoignage que je peux faire vraiment, alors pour le coup, c'est que quand Éric Zemmour et Éric Nolot étaient là, mais je n'entendais, mais vous savez Éric, hein, que du mal, je ne pouvais pas faire 3 pas dans la rue sans qu'on me dise, mais alors Zemmour, pourquoi vous le gardez? Mais alors Nolot, pourquoi Comme j'entends d'ailleurs actuellement la même chose sur Natacha et sur Audrey, c'était comme ça, mais je ne pouvais pas faire 3 pas sans qu'on me dise. Et alors du jour où ils n'étaient plus là, c'était « Ah, mais ils sont formidables !» Voilà, à votre avis, excusez-moi. Il y a du ensemble. J'ai pas savoir que t'es venu à partir à ça. Exactement. Natacha Pollock. Et en plus, je suis pas mort, donc je peux voir ma sanctification, c'est formidable. Natacha Quel bonheur. Quel Pollock. bonheur. Écoutez, bon, on va pas se le cacher, on a à peu près 90 ou 95% d'analyses qui sont les mêmes. Donc évidemment, j'ai pris plaisir à lire ce livre parce que, en plus, je le disais tout à l'heure, c'est écrit et je vous trouve meilleur à l'écrit qu'à l'oral. C'est-à-dire que quand je vous entends à la radio, je me dis ce texte est bien écrit, mais il est toujours très difficile d'interpréter soi-même ses propres textes. Je suis pas un bon acteur, ça c'est sûr. Voilà, mais pour le fond. En plus, ce que je trouve intéressant, c'est justement que vous êtes devenu une espèce de symbole et que vous êtes une sorte de catalyseur de la connerie. C'est-à-dire que sur votre nom, on voit immédiatement émerger des choses absolument délirantes, d'une violence d'ailleurs parfois hallucinante, et qui permettent de comprendre les positionnements, de comprendre les travers de l'époque actuelle. Donc vous êtes comme ça malgré vous, vous ne vous appartenez plus et vous êtes un symbole. C'est un gourou. Un gourou pour certaines personnes, mais pour d'autres, une espèce d'incarnation du mal absolu. Marine Le Pen doit se sentir vraiment à l'aise parce que vous la soulagez, et quelques autres également. Vous êtes comme ça, celui qui prend sur lui la négativité du monde. Merci. Diable. Mais bon, à part ça... Oui, alors un catalyseur de conneries, nous dit Polony avec gentillesse. Moi, je dirais plutôt que c'est voilà, un mafieux qui a été envoyé là pour représenter une certaine forme de vérité et nous emmener dans le mur, tout en la droitisant, parce que là on est quand même dans une émission à la base quand même qui est assez de gauche, quoi, et on voit comment petit à petit ils ont amené le truc dedans. C'est vicieux, quoi, c'est rampant, c'est bien fait, quoi, c'est chouette. Moi je dis bravo, vous êtes des artistes voilà, avec le français de souche Zemmour,
on passe vraiment de super bons moments. Mais c'est vrai que globalement, on peut dire que vous ne vous êtes pas beaucoup trompé et que si on comparait avec les chroniques de certains qui ont été cités dans la liste des gourous, c'est à votre avantage. Merci. Surtout sur l'euro, sur la vision que vous avez évidemment du devenir de l'Europe, de ce qu'on est en train de faire en Grèce et qui est souvent malheureusement occulté par tous les débats sur l'immigration, sur vos discussions sur les Noirs et les Arabes. On oublie cette analyse fondamentale de l'organisation politique actuelle qui est en train de détruire les sociétés occidentales. Mais alors, parce qu'il faut quand même un petit peu, là, ça c'est bon, hein, les chaussures brillent. Donc, c'est là, vous êtes vraiment comme Zemmour, parce que lui, il n'arrêtait pas de regarder les godasses des gonzesses. C'est pareil, vous regardez. C'est extrêmement Je pense que ce sont les plus belles chaussures d'hommes qu'on ait vues depuis le début, dans les magazines. La semaine prochaine, on recevra le bouton. Disons que il y a une phrase de Sioran, je parle sous le contrôle de Natacha, qui dit, non, je crois que c'est dans l'inconvénient de il dit à peu près, si la détestation du monde amenait à la sainteté, je ne vois pas comment je pourrais échapper à la béatification. Ce qu'il faut retenir de ce qu'il vient de dire, c'est je parle sous le contrôle. oui, j'ai apprécié, j'ai trouvé ça très bien. Merci. Alors, les temps changent, les temps changent. J'imagine que vous avez lu, entendu, vu déjà Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai lu son livre cet été. Et voilà, c'est vrai que je pouvais vraiment pas le blairer quand il était chez vous. Et en fait, j'ai particulièrement apprécié ce livre. C'est vrai que c'est un homme moderne. Voilà. En fait, on a l'impression, en fait, quand on le voit comme ça, c'est pas tout à fait. Voilà, il est un peu classicos comme mec, quoi. Mais en fait, il est extrêmement moderne. Et en fait, je pense que Éric Zemmour fait partie des personnes qui qu'on soit d'accord avec lui ou pas, font avancer le bouchon, quoi. Voilà. Ce que je pense. un peu trop, quand même. Jusque dans les limites de la loi. Jusque dans les limites de la loi. Vous regrettez toute cette histoire et le fait d'avoir été condamné? On regrette toujours d'avoir été condamné, mais je citerai Michel Onfray, qui a dit un jour, la justice dit le droit, elle ne dit pas le vrai ni le juste. Valérie Mérès, est-ce que vous avez envie de découvrir un autre Zemmour? Disons que moi je vais lire d'abord celui de Michel Onfray, je vais en avoir pour un petit moment. Mais il gagne quand même à être connu, je pouvais pas le piffer. Je me suis dit être assise à côté de lui, ça va être l'enfer. Et en fait, le côté pitbull qui se donnait quand il était à cette place, il a quand même un sourire. Ça, on peut jamais lui reprocher. Ça, c'est l'homme le plus agréable dans la vie. Côtoyer et connaître. Merci, Laurent. Donc, Stéphane Guillon, alors, ça vous fait mal aux fesses quand vous comparez à Éric Zemmour toujours? Non mais Eric, figurez-vous qu'on a démarré ensemble à la télévision, quoi. Chez Stéphane Bern. Chez Stéphane Bern. Eh oui, évidemment. On s'entendait plutôt bien d'ailleurs. Oui. et j'ai oublié de dire quelque chose aussi. Oui. J'ai votre prénom tatoué sur mes fesses. C'est pas un scoop, parce que attendez, ça c'est quand même incroyable, parce que, bon, c'est pas grave, vous m'avez bouffé la rubrique d'après, la rubrique des phrases, des uns et des autres, mais maintenant on aura la solution avant, mais c'était la phrase que j'avais choisie, effectivement. Je sais que vous avez, parce que je lis chinois, et que c'est en chinois tatoué sur votre fesse. Exactement, parce que depuis... Est-ce que tu as l'intention de te tatouer Zemmour à partir de demain? Monsieur Zemmour, 2-3 questions. Mais regardez là, vous m'emmerdez, ok? Oui, mais pourquoi vous mettez dans tous vos états? Je ne me mets pas dans tous mes états, vous m'emmerdez. Vous l'avez noté, là, vous l'avez enregistré. Oui. Vous m'emmerdez. Ok? Alors vous arrêtez de me harceler comme ça. Je vous harcèle pas. Vous me harcelez. Il n'y a aucune notion Vous me harcelez. J'ai le droit de marcher dans la rue tout seul. D'accord, mais vous avez le droit. Alors vous me lâchez les pieds. Mais vous êtes quand même quelqu'un de connu dont on... Laurent, salut. J'avais... Je tire tout de suite. Je tire tout de suite. Je vais appeler les flics. Je vais appeler les flics. Pourquoi? Pour m'avoir attaqué? Pour m'avoir attaqué? Oui, c'est pas moi, monsieur. Laurent, j'avais une question pour toi. On reproche à Macron d'avoir des barbouzes, des hommes de main comme Benalla. Et dans cette histoire, ce serait pas simple de... Je vais être forcé de remonter dans ma voiture et de pas faire de course à cause de vous. Non, mais je parce que j'ai pas envie d'être au perron du supermarché. J'ai pas envie d'être désagréable. Donc je vais reprendre ma voiture et aller faire les courses ailleurs. Voilà. Non, mais pourquoi tu réponds pas juste à quelques questions? Attention, mais regarde, je suis très grand. Bon, alors, est-ce que tu penses pas que Macron aurait pu monter ça de toutes pièces pour que Finkielkraut ait le bon rôle juste avant le dîner du CRIF? C'était parfait comme timing. Cher ami, voilà, je fais pas mes courses à cause de vous. Non, mais allez ailleurs. Mais je te dis que je te laisse sur le perron si jamais tu rentres. Je t'embêterai plus, après je serai parti. Mais qu'est-ce que tu penses de ce plan
Donc là, vous avez vu, donc on a encore bien brossé le poil de Monsieur Zemmour. Hein, tous les intervenants étaient dithyrambiques sur lui, fabuleux machin. Je vous ai enchaîné avec une petite séquence pour vous montrer aussi à quel point ces gens-là ont la conscience super tranquille. Hein. On le sent qu'ils ont la conscience tranquille. Il suffit qu'il y ait un mec qui se pointe dans la rue en se disant gilet jaune pour que les mecs s'énervent, stressent, paniquent et montrent leur vrai visage. De personnes travaillant pour le système et ils le savent très bien au fond d'eux, tout ce qu'ils font, ce pourquoi ils réagissent ainsi avec autant de violence, car c'est pas chouette d'avoir la conscience tranquille et on en a bien la preuve ici. Allez, on continue. Le sondage Cevipof publié dans Le Monde en janvier, c'est 75%. C'est encore pire. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tous ceux que vous dénoncez en réalité vont à contre-courant des idées majoritaires. C'est vous le bien pensant. C'est très simple. Il y a une énorme majorité du peuple français qui pense comme moi. Il y a une minorité, une pseudo-élite qui domine dans les médias et dans les lieux de pouvoir et qui pense comme vous. Les bien-pensants, c'est ceux qui ont le pouvoir. C'est pas la majorité du peuple. Ça s'appelle la majorité. Et ça s'appelle la majorité silencieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une alternance politique, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui vous... C'est les mêmes, ils pensent la même chose. Donc tous les politiques, tous les journalistes sont tous... Il y a que vous, quoi. Il y a que vous qui osez dire des choses différentes. Non, j'ai jamais dit ça. Je dis qu'il y a une uniformisation médiatico-politique. D'ailleurs, les politiques ont peur de dire certaines choses qu'ils disent en privé, et ils ont peur pour ne pas choquer les journalistes et pour ne pas avoir de scandale. Et il y a une énorme majorité, puisque maintenant je vous dis c'est à 75%, qui effectivement n'est pas bien pensante et qui souffre en silence. C'est tout. Natacha Polony. Alors voilà, l'élection est passée. On voit bien que Zemmour commence à lâcher de plus en plus les chevaux. Maintenant, il dit carrément qu'il a 75% des gens derrière lui. Que les médias, ceci, cela. Parce que ça, il n'a pas tort, hein, mais bon, ça... C'est facile de dire ça, quand on en fait partie. Donc voilà, il progresse, il monte en rage. On continue. Vous disiez pour qui vous votiez. C'est-à-dire qu'en 81, vous avez dit j'ai voté Mitterrand, c'est vrai? Oui, c'est vrai. En 2002, vous avez voté Chevènement. C'est vrai. Pourquoi vous ne le dites plus depuis? Pourquoi je le dis pas? On ne sait pas pour qui vous avez voté. Parce que c'est plus récent, donc ça regarde personne. C'est plus vieux. Ça on l'a su. C'est-à-dire que, en fait, vous tombez dans le conformisme habituel que vous dénoncez. C'est-à-dire que souvent vous avez dit sur ce plateau, je vous ai entendu dire, ah mais dis donc, quand on est de gauche, tout le monde s'assume, on est capable de dire qu'on est de gauche. Alors dès qu'on est à droite, personne ne s'assume. Et vous assumez d'avoir voté à gauche en 80, d'avoir voté Chevènement en 2002. Et pourquoi on ne peut pas savoir depuis pour qui vous votez? Parce que on me l'a jamais demandé. Je vous demande. Et puis parce qu'il y a des tas d'électeurs et de téléspectateurs de droite ce soir qui sont déçus, disant bah tiens, il a voté Mitterrand en 80, il a voté Chevènement en 2002. Ah mais ça, je maintiens mon vote. Bon, et ils aimeraient savoir alors pour qui en 2007 et en 2012. Et en 2007, j'ai voté Sarkozy parce que je ne pouvais pas voter contre. Au premier et au deuxième tour. Je ne pouvais pas voter pour Ségolène Royal, ça c'était pas possible. Et en 2012. Non, c'est trop récent. J'ai le droit. J'ai le droit de vous poser la question. C'est encore trop douloureux pour lui, vous comprenez? Il faut laisser passer du temps. Si vous m'avez lu, vous m'accorderez que ça fait 1 an que je sais que Sarkozy sera battu. Donc, pour moi, c'est pas douloureux du tout. Vous comprenez aussi pourquoi, Eric, vous avez voté pour Sarkozy? Non, mais je vous dis, ici, c'est ça que j'en conclue à ce que vous dire. Mais vous me dites c'est trop douloureux. La victoire de l'électeur de Hollande n'a vraiment pas, enfin, victoire du candidat socialiste, parce qu'en fait c'était contre Hollande, contre Sarkozy, n'a vraiment pas été une surprise. Non, mais Éric Zemmour, vous comprenez que je me sens le droit de vous poser la question à partir du moment où vous avez commencé à j'aurais dû me taire, c'est ça? Vous avez raison. Si vous assumez vos votes de gauche et que vous n'assumez pas vos votes de droite, ah non, c'était pas du tout très paradoxal. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison, mais je l'ai même pas vu comme ça. Oui, mais moi je suis bien content de pointer ce paradoxe chez Éric Zemmour. Ah, vous voyez. Quand vous étiez de gauche, vous l'assumiez, maintenant vous n'assumez plus vos votes de droite. Pas du tout. Au moins Natacha pourra dire que je suis plus complexe, que j'en ai l'air dans mes textes. Ce qui est vrai. Le bûcher des vaniteux. Elle avait même gagné le mondial face à l'Argentine, la preuve en image. Tu as raison sur l'Allemagne. Ils se sont ouverts, il y a des Turcs, etc. Sauf que depuis qu'il y a ça, ils ne gagnent plus. D'accord. Ils viennent de nous battre. Non, ils nous battent nous. Ah oui, d'accord. Mais ils ne gagnent plus, c'est très intéressant. Ils vont perdre contre le Brésil. Je prends les paris. Ils vont perdre. Et on va avoir une finale Brésil-Argentine. Voilà, je prends les paris aujourd'hui. Parce qu'ils ne gagnent plus depuis 15 ans. Depuis que cette équipe est glorifiée par Cohn-Bendit comme la nouvelle équipe de la diversité. Non mais c'est intéressant. Parce que ça trouble vos lieux communs en disant. C'est-à-dire l'Allemagne, elle gagnait quand il y avait que des dolicocéphales blonds. C'est comme ça. Pas du tout. C'est pas du hasard.
Alors, Le pardon, problème- je vous reprends parce que vous avez commis une petite erreur, juste un lapsus, hein. Vous avez dit l'inverse de ce que vous vouliez dire. C'est-à-dire que Éric Zemmour disait que l'Allemagne allait perdre. Or, évidemment, l'Allemagne a gagné. Vous avez dit... Oui, pardon, il disait que le Brésil allait gagner. Non, que non, le non, Brésil non, allait- j'ai pas dit que le Brésil allait gagner. Non, Je vais m'expliquer. Vous avez dit J'ai que- dit que l'Allemagne allait perdre, c'est vrai. Ah non, vous avez dit que le Brésil allait gagner. C'est déjà pas mal comme bêtise. C'est fou ça, de tirer Mais aux non, deux non. noms comme ça. Mais non, mais non. Vous aviez dit le Brésil va gagner Non. face à l'Allemagne. L'Allemagne a gagné 7-1. Je peux répondre 7-1. Je peux répondre Humiliation. Je peux répondre ou pas Bon, L'Allemagne d'abord- multiculturelle avec Je peux les répondre ou pas Ouais. Alors, c'est très simple. En fait, je n'ai pas été victime de l'idéologie, j'ai été victime des statistiques. Et de ma science. Et des Brésiliens. C'est les Brésiliens qui vous ont fait un sale coup. 2 secondes. Ah bah si, ils ont joué 2 comme des secondes. pieds. S'ils avaient joué normalement. 2 secondes. Je pense que vous avez été victime de votre incompétence du foot. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Complètement. Je parle sous le contrôle de Dany et de Michel Denisot. Dans toute l'histoire de la Coupe du Monde, depuis 1930, la première Coupe du Monde. Oui, mais le football. Oh, mais 2 secondes 2 secondes, c'est c'est moins que 2 minutes. Depuis le début de l'histoire de la Coupe du Monde, en 1930, jamais une équipe européenne n'a gagné en Amérique du Sud, et jamais une équipe d'Amérique du Sud n'a gagné en Europe, sauf le Brésil. Ça veut rien dire. Mais ça ne veut pas rien dire, je suis désolé. Moi, je crois aux suites statistiques. Mais pas- Non, ça ne veut pas rien dire. Non, ça ne veut pas rien dire. Non. La preuve, c'est que souvent, c'est le pays organisateur qui gagne. Donc, voyez, Mais c'est ce que croyaient les Brésiliens. Eh Les ben, d'accord, Brésiliens, je suis ils se d'accord. sont la Mais tête dans le souvent mur vrai. parce qu'ils se Non, sont dit on organise la Coupe du Monde, donc on a Je gagné. suis d'accord. Eh, Je ils dis ont pas, pas j'ai peur. tort. Je me suis planté, c'est facile. Non, mais- Mais j'explique pourquoi. Sauf que là, vous en Je peux vous dire, mais ils sont français, n'est-ce pas? Mais qui parle d'identité? Écoute, Qui je peux parle- t'expliquer l'histoire. Qui parle Elle est d'origine? encore plus bête pour toi et en plus emmerdante. Laissez parler maintenant, Daniel. Je t'explique. Ce qui s'est passé en Allemagne, c'est que la loi sur le code de la nationalité était une loi du sang. C'est-à-dire que les millions d'enfants d'émigrés ne pouvaient pas jouer dans l'équipe d'Allemagne. C'est dégueulasse que les Verts et le socialisme au pouvoir changent le code de la nationalité. Donc tout d'un coup, les Özil, Erdogan et tout ça, qui diront, peuvent devenir allemands, les parents, et donc jouer dans l'équipe d'Allemagne. Et comme, et là je sais, parce que moi je suis à Francfort, mon fils joue, 70% des mômes dans les villes qui jouent au foot sont des enfants d'émigrés, eh bien tu as tout d'un coup un vivier de football qui a fait que c'est quitté également. Ça a mis du temps, c'est vrai. Voilà, c'est tout ce que je disais. Non, tu as dit qu'ils n'avaient pas gagné. Non, Et j'ai dit après, peut-être par alors hasard, c'est ils n'avaient ton pas erreur. gagné depuis 20 ans, mais même les Allemands le disaient. Non, vous avez dit que l'équipe d'Allemagne ne gagnerait pas C'est parce pas vrai, qu'elle c'est elle pas gagnait vrai. quand ils étaient J'ai hétéros dit et blonds. peut-être Voilà ça. ce que vous avez dit. Allez. Donc voilà, vous voyez, ça vole haut. Hein. Vous constatez que Zemmour appelle Cohn-Bendit Dany. Oui, il l'appelle Dany. Ils ont l'air de bien se connaître. Hein. Ouais, Dany, mon petit Dany. Voilà, bah quoi, c'est la caste, hein, qui fait son petit manège, son petit théâtre, avec chacun son petit rôle. Il y en a un qui est extrémiste, l'autre c'est le pédophile de service, l'autre c'est le méchant philosophe, le gentil philosophe, voilà, tout le monde fait sa petite vie, vend ses petits bouquins. Et nous, on regarde ce spectacle, enfin moi je regarde plus personnellement, ça fait longtemps que j'ai arrêté, parce que c'est vraiment insupportable, mais on voit bien comment ils ont fait monter Zemmour petit à petit, tout doucement. Lui pareil, son comportement, au début il était très gentil, puis il devient de plus en plus méchant, le petit garçon. Voilà, et là je vais vous mettre une séquence, vous allez bien halluciner sur le niveau de conneries de ces gens. Alors on continue avec les petits candidats. François Asselineau, le candidat de l'Union populaire républicaine, bon avec 1% dans les sondages, est-ce que le mot populaire est vraiment le mot juste? C'est une question qu'on peut se poser. François Asselineau, c'est l'homme... François Asselineau, c'est l'homme qui se plaint de ne pas avoir assez d'exposition médiatique, mais quand même, je le signale, qui est le seul qu'on a perçu sur ce plateau parce qu'il a annulé 2 fois les invitations. Il voulait pas être en même temps que M. Cheminade sur ce plateau. Il y avait des exigences, puis la 2e fois, il voulait pas venir. Bref, c'est le candidat du Frexit, mais lui, c'est sûr, il va sortir de l'élection avant l'Europe. Pour lui, tout est un complot de la CIA. D'ailleurs, les 1% qu'il risque de faire dimanche prochain, ce sera un coup de la CIA. Nathalie Arthaud représente les travailleurs, Philippe Poutou les ouvriers, François Asselineau, lui, représente... Je sais pas. Bon, attention, il a quand même une ambition à sa mesure, battre Jacques Cheminade. Ils voulaient faire alliance tous les deux, mais ils étaient en désaccord sur un point crucial, la sortie de Mars du système solaire. J'ai obtenu à ce jour 524 parrainages validés. Je suis candidat
à la présidence de la République. C'est le candidat surprise de cette élection. François Asselineau, c'est sa première candidature à l'élection présidentielle. Moi je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne par l'article 50, en vertu de l'article 121, en vertu de l'article 14 et 15 de la Constitution. Je suis le seul candidat du Frexit. Je suis le seul candidat du Frexit. Le Frexit, ce n'est pas isoler la France, c'est au contraire la rouvrir sur le monde entier. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Je commence par vous, Éric Zemmour, sur Asselineau. Alors, c'est quoi votre avis sur M. Asselineau? C'est un souverainiste stricto sensu. On peut pas dire mieux, c'est-à-dire qu'il va au bout de la logique et de la cohérence du souverainisme, qui veut sortir de tous les traités qui lient la souveraineté de la France, c'est-à-dire en gros l'Union européenne et l'OTAN. Natacha Polony-Verrégien. C'est vrai qu'il y a une espèce de cohérence presque maniaque, Militaire, oui. militaire dans ce programme. C'était pour chacun d'exercer son libre arbitre. C'est ça la démocratie. Or, c'est Sort le de l'Europe, projet. on fait quoi? Disons que au moins on introduit un rapport de force suffisamment brutal pour aller jusqu'au bout des tentatives pour changer les choses. C'est-à-dire que j'estime que quand je parle d'un rapport de force brutal, je pense que si on part du principe qu'on ne sortira pas de l'Europe, il n'y a plus de rapport de force. Donc il faut partir du principe, c'est comme la dissuasion nucléaire, il faut partir du principe qu'on pourrait en sortir. Déjà, là, la dialectique n'existe pas, c'est-à-dire qu'on n'envisage pas la complexité, c'est la perfection de l'objet. C'est pas thèse, antithèse, synthèse, Voilà. c'est thèse. Mais c'est ce qui Et taisez-vous. c'est ce qui plaît à ses supporters. Et moi, j'ai été. Allez-y, racontez. Non, mais c'est vrai, c'est un de mes souvenirs chez vous. Il y a 2 ans, On l'avait reçu. quand un jour, À l'époque, il voulait encore venir. vous nous aviez dit, on reçoit François Asselineau. Et Laurent m'avait dit, tu ne le connais pas. C'était avec toi. Tu te souviens? J'ai beaucoup de. Voilà, François Asselineau. Et après, des insultes. Sur Facebook aussi, sur sur Twitter, Twitter. etc. J'en Et fais encore, moi. moi aussi. Et je suis surprise. Non, mais je suis surprise. Non, mais ça veut dire quelque chose. La fidélité de sa force sur les réseaux Il a un sociaux. noyau. Il a un noyau. Il a obtenu les 500 signatures. Il est dans sa cohérence et il draine. Alors, je ne sais pas combien cette personne, mais en tout cas, c'est des gens très actifs sur les réseaux sociaux qui sont là, qu'il faut exister cet homme. Ce qui m'intéresse en effet, c'est plus le fonctionnement des supporters d'Asselineau, parce qu'on a parlé de noyau. C'est plus une secte. Ils infiltrent tous les réseaux sociaux, ils font tout le temps des commentaires. Excellente émission, dommage que vous n'ayez pas invité François Asselineau. Et en effet, après, nous l'avons interviewé avec Zemmour, et le lendemain, j'ai jamais reçu autant de messages sur mon portable, ce qui est assez curieux, avec des gens qui vous remercient, et puis d'autres qui vous accusent d'être un agent à la solde d'un peu tout. Non, d'un peu tout, parfois des choses assez contradictoires. Et il me disait, il y a deux choses l'une. Ou Asselineau va arriver au pouvoir et tu peux faire tes bagages, Nolo, ou il n'arrivera pas au pouvoir et c'est la France qui va sombrer. Donc c'est des gens qui ont une vision, je pense. Oui. Vanessa Burgraff, François Asselineau, on l'a loupé, nous. Hein. Ouais, nous, on l'a loupé, la sortie de... Il va pas te louper si tu... la sortie de l'Union Européenne, la sortie de l'OTAN, je sais pas, moi je trouve ça en fait délirant. Voilà, c'est dangereux vu le contexte international, que ce soit l'imprévisibilité de Trump, les volontés expansionnistes de Poutine, la Turquie d'Erdogan, Turquie autoritaire, Erdogan qui prend les pleins pouvoirs, la Corée du Nord, avec un programme. Mais la France a-t-elle les moyens Mais de sa Erdogan est dans défense? l'OTAN, vous savez. Erdogan est dans l'OTAN, d'accord, mais moi je vous parle d'une France qui sort de l'OTAN demain, qui sort de l'Union Européenne. Est-ce qu'elle a les moyens de sa défense? C'est une vraie question vu le contexte international. Pour l'instant, vous avez vu, il y a une autre défense en Europe. Il n'y a pas d'autre Ben non, mais défense. on pourrait peut-être justement réfléchir à une défense européenne. Et je pense que ça, c'est un Ça vrai fait 30 ans enjeu qu'on de pense l'Union ça. européenne. Ben ouais, mais je pense que c'est un vrai enjeu vu le contexte international. Oui, mais je pense pas que c'est en restant dans l'OTAN que ça va arriver, puisque l'OTAN est Parce que fait les pour autres, empêcher qu'il y ait une défense en européenne. sortant de l'OTAN et en sortant de l'Union européenne, ça veut dire qu'on se retrouve seul avec notre défense européenne. C'est un problème. Est-ce qu'il n'existe pas? On est seul, jamais. Je connaissais L'histoire, jamais un pays n'est seul. On Bien, n'existe pas ça. Asselineau. Je ne le connaissais pas du tout, j'ai entendu l'autre fois à la radio parler de la bévue énorme et la sortie ignoble de Marine Le Pen sur Vichy. Il avait finalement, son discours était structuré, très structuré, c'est la question de Sciences Po, vous savez, Vichy, rupture ou continuité. Il était très éloquent, très au point sur le sujet. Alors, pour moi c'est un alliage inédit entre le constitutionnalisme et la paranoïa. Mais c'est pas si innocent, parce que toutes les constitutions ont été basées sur une paranoïa précise d'une époque donnée. Donc il y a peut-être là-dedans quelque chose de très cohérent. Si vous m'y autorisez, c'est de demander pardon à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, celles de la communauté juive, mais tous ceux qui se sentent respirer comme des humains et non pas comme des bêtes, leur demander pardon pour les dessins choquants, les bandes dessinées obscènes et dégradantes de mon cru qu'elles ont pu voir. Je leur demande pardon parce que le jeune homme qui a commis ces dessins il y a 30 ans n'était pas un jeune homme à qui j'aurais serré la main aujourd'hui. Et je demande pardon également à tous ceux qui ont combattu avec moi pendant 20 ans et qui doivent aujourd'hui peut-être tomber de très haut en se disant mais comment cet homme, il y a 3 décennies, a pu commettre de telles abjections. Et j'aimerais aussi demander pardon à Bernard-Henri Lévy. Voilà, je pense qu'il est impossible pour moi de prendre la parole ce soir si je n'adresse pas du fond de mon âme et du fond de mon corps un pardon à toutes les personnes qui ont pu se sentir offensées, soit parce qu'elles ont été blessées dans leur chair, dans leur mémoire, par ces dessins obscènes et dégradants. Pas simplement pour moi, pour tous ceux qui ont eu accès. Face à la violence de mon frère, je pense que ils m'ont protégé. Je vais vous dire, heureusement que mes parents, en tout cas mon père, heureusement que mon père était là.
pour sévir, pour contenir la violence de mon frère. C'est-à-dire que mon frère aurait peut-être fini par me tuer physiquement. Je me souviendrai à vie de cette scène où, de force, il est venu me chercher. Il m'a empoigné les cheveux, il m'a pris une fois la main, qui m'a mis de force dans les persiennes de notre chambre, donc les persiennes en ferraille, et les a brusquement refermées sur mes doigts. J'en ai vomi de douleur et j'en suis tombé dans les pommes. Le lendemain, j'ai eu tous les ongles qui sont tombés. Donc c'était ce genre de torture. Et il y a même eu quelques fois où il essayait de m'étouffer avec des oreillers. Et je me souviens de la force qu'il avait, je pouvais même pas ressortir de dessous les draps. Il a été mon bourreau. Un enfant comme ça, on l'emmène chez un psychiatre. Je pense que c'est le grand tort de mes parents. C'est fort ce que vous dites, parce que pour vous, votre frère est malade, quoi. Ça relève de la psychiatrie. Je pense que mon frère était un enfant psychotique. On ne peut pas décemment faire ce qu'il m'a fait sans que ça relève de la psychiatrie. Cette malveillance. Donc là, voilà, vous avez pu voir la conclusion de tout ça, de toutes ces années de Ruquier, d'émissions à la con. Vous voyez, avec le cas Asselineau, comment ces gens se comportent, quel est leur véritable visage, quelle est leur arrogance et le peu de fond qu'ils ont au final, parce que même des gens comme Zemmour et Polony qui, sur le point de vue européen, ont très bien identifié le problème, pourtant ça les empêche pas de dénigrer M. Asselineau, de ne pas le défendre, de ne pas appeler à voter pour lui, alors qu'il dit exactement la même chose qu'eux, au final, sauf que, bon, il parle pas de l'immigration comme eux, il gagne pas autant qu'eux, il passe pas tous les jours à la télé, donc il préfère jouer la carte de le ridiculiser. Il représente qui, c'est quoi, il se fout de sa gueule. Des gens comme Mox, hein, on a pu voir qui c'est ce mec-là. C'est à lui qu'on devrait poser la question. T'es qui, toi? T'as vu qui t'es? Voilà, c'est qu'une bande d'escrocs. Que dire de plus? Vous voyez la réaction qu'ils ont. Franchement, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Et on voit le poison qu'ils ont mis dans la tête des Français au fur et à mesure du temps, avec leurs émissions débiles, pseudo-culturelles, pseudo-intellectuelles. Voilà, que dire de plus, hein, je pense que vous avez très bien compris. Mais le problème, c'est que ça marche, parce que y a beaucoup de gens qui regardent ces émissions, qui regardent cette télé. Et c'est très dur d'aller contre ce rouleau compresseur médiatique. Très 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 compliqué. Très compliqué. Mais voilà, j'avais envie de reparcourir un peu toutes ces années de Ruquier, avec les moments qui me paraissaient intéressants. C'était peut-être un peu long. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Et bon, on va continuer avec Monsieur Zemmour et des conclusions. À toutes. Votre prénom n'est pas dans l'histoire de la France, que ça vous plaise. Nous sommes presque une semaine après l'enregistrement des Terriens du dimanche, où j'ai eu effectivement une scène extrêmement violente face à Éric Zemmour. On en parle pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai pas voulu prendre la parole jusque-là, parce que c'était particulièrement éprouvant et tout ce qui s'est passé autour a été éprouvant. Mais aujourd'hui, j'ai pas d'autre choix que de prendre la parole pour vous dire que je vais diffuser effectivement les images. Alors, je m'appelle Afette, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Elle a eu tort? Ah, vous oui. voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. Vous C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je Vous veux. voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous allez entendre ce que j'ai à vous dire. Oui, moi aussi, nous avons. Jamais je n'ai entendu quelque chose d'aussi blessant. Parce que pour moi qui aime ma France et qui aime ce pays, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, je trouve que ce que vous venez de dire n'est pas une insulte à mon égard, c'est une insulte à la France. Mademoiselle. C'est votre prénom qui est une insulte à la France. Mon prénom Parce est que une insulte à la la France. France n'est pas une terre vierge. Mon prénom est une insulte Je vous laisse à la parler. France. La France n'est pas une Mais terre je vais vierge. entendre combien de La fois. France n'est pas une terre vierge, c'est une terre avec une histoire. Ouais. Avec une histoire, avec un passé. Et les prénoms incarnent l'histoire de la France. D'accord. Donc, votre prénom n'est pas dans l'histoire de la France, que ça vous plaise ou Mais non. je suis dans l'histoire de la France. Non, ça pas vous du plaise tout. ou non. Vous Est-ce êtes que dans le m'expliquez présent de la pourquoi? France. Vous n'êtes pas dans Parce que l'histoire de la France. Maintenant que je vous ai laissé parler, je vous explique Mais moi pourquoi aussi, je je vous ai suis laissé dans parler. l'histoire de la France. C'est que dans votre philosophie à vous, peut-être que je ne le suis pas.
Mais chaque matin, je me lève, je crée des emplois en France, je travaille en France, je suis une enfant de la République qui a été à l'école avec des professeurs qui aimaient la France probablement plus que vous, alors que ça vous plaît probablement plus que vous. Parce qu'aimer la France, ce n'est pas tenir les discours que vous tenez, ce n'est pas tenir les discours que vous tenez. Je ne me souviens même pas, à l'école, on parle du racisme en France, j'ai jamais été insultée comme il l'a dit. Donc, c'est pour moi impossible, inconcevable de faire... Et oui, ça paraît inconcevable comme ça, mais en fait c'est tout à fait concevable. Puisque c'est un projet de long terme qui est de faire monter la pression, la division au sein du peuple. Sur des critères ethniques. Afin qu'on se foute sur la gueule. Avant que leur crack financier arrive. Alors, on va finir cette vidéo en posant 2-3 questions à Monsieur Zemmour. Et pour revenir sur l'assimilation, en fait, j'avais une question un peu personnelle, je ne sais pas si on vous l'a déjà posée, mais au 19e et au début du 20e siècle, vous prétendez être un juif assimilé, intégré, etc. Les juifs français étaient donc assez bien assimilés, on les appelait donc les Israélites français, et il y en a certains qui se sont convertis au christianisme, à l'instar de Marc Bloch, Michel Debré, Marc Dassault, entre autres. Et vous, pourquoi ne pas vous convertir au catholicisme ou au christianisme en tout cas, pour aller jusqu'au bout de votre assimilation? Je vais vous dire, en fait, on se convertit pour deux raisons. Vous utilisez toujours la phrase de De Gaulle, la France est avant tout un peuple catholique de race blanche. Bien sûr, mais je maintiens. La France est un pays catholique de race blanche et de culture gréco-romaine, gréco-latine. Je maintiens. Et moi, je ne suis pas dans la majorité. Je maintiens. Moi, je suis en plus un juif d'Algérie, donc venu soit d'Espagne par les séfarades, soit par les berbères judaïsés ou les juifs berbérisés qui ont refusé la colonisation arabe. Donc, je ne suis pas dans le courant central du peuple français, oui. Et je suis une espèce de barbare romanisé. Donc ça, je revendique tout à fait. Vous savez, il y a eu jusqu'à un empereur berbère en Rome. Bon, passons. Donc, on se convertit pour deux raisons. La première, un cheminement spirituel. Bon, je comprends, c'est personnel, c'est pas mon cas, etc. Deuxièmement, vous avez raison. C'est pas, je ne récuse pas la question pour justement rentrer dans le corps central, comme dirait Longuet, rentrer dans ce... Mais je constate aujourd'hui, si vous voulez, alors est-ce que ça m'arrange, est-ce que ça me dérange, j'en sais rien, j'ai jamais réfléchi en fait. Maintenant on me pose cette question, mais avant j'y ai jamais réfléchi, que le christianisme, le catholicisme, ne constitue plus justement comment vous dire, le cœur de la nation française. C'est-à-dire que la nation française est justement déchristianisée. C'est d'ailleurs un de ses problèmes. Mais du coup, c'est complètement... Aujourd'hui, c'est une religion minoritaire. Donc se convertir au catholicisme quand il n'est plus qu'une religion minoritaire, la religion minoritaire, je connais ça depuis 2000 ans, ça va, j'ai donné, j'ai pas envie de recommencer, quoi. Si c'est pour changer de religion, pour retrouver le statut de religion minoritaire, alors là vraiment ça m'intéresse pas. Donc vous voyez la bonne question qui a été posée, hein, parce que Monsieur Zemmour voudrait que tout le monde prenne un prénom français. Et là, on lui demande, mais il faudrait peut-être que vous preniez la religion française, vu que vous êtes un Français, vous dites que vous êtes Français partout. Là. Et là, il a un peu les fils qui se touchent quand même. Hein. Il a un peu du mal à répondre, et il nous répond un peu de la merde. Genre, le catholicisme est devenu la religion majoritaire, est devenu une religion minoritaire. Mais si je prends mon cas, par exemple, je ne suis pas un fervent catholique, j'ai jamais été catholique, j'ai juste été baptisé quand j'étais petit. Mais je me sens... c'est du catholicisme que je me sens le plus proche. On va dire que je suis de culture catholique. Et quand on regarde toutes les stats qu'il peut y avoir, il y a encore une large majorité de gens en France qui se sentent de culture catholique. D'accord ? Hein, c'est pas parce qu'on va pas toutes les semaines à la messe qu'on n'est pas de culture catholique. Donc il essaie de se rattraper comme il peut. Mais je suis désolé, c'est le judaïsme qui est complètement minoritaire en France. Et d'ailleurs, quand on regarde les stats, l'islam, ça reste encore très minoritaire. Hein, voilà. Et je rajouterais en plus à ce monsieur Zemmour qui nous raconte la messe, enfin, si on peut dire, qu'il y a beaucoup plus de rapports entre les musulmans et les catholiques qu'avec le judaïsme. Parce que déjà, c'est pas des religions qui sont basées sur la même chose.
Je veux dire par là que tout le monde peut devenir musulman ou catholique. Tout le monde ne peut pas devenir juif. Je suis désolé, c'est à la base des religions universalistes, tandis que le judaïsme, c'est des religions tribalistes ou qui ne se transmettent que par le sang. Donc je critique pas, mais voilà. C'est quand même plus en phase avec la France, qui est géographiquement un carrefour, historiquement une terre de mélange. Et donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Monsieur Zemmour, là, montre un peu les limites de sa francisité, on va dire. Hein. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse avec encore quelques réflexions autour de Zemmour. Et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Et à bientôt. Au revoir. Alors, une autre question que je me pose et que se pose peut-être aussi un certain nombre d'auditeurs, on passe aussi vraiment sans transition à un sujet délicat. Vous avez rarement pris parti sur la question du conflit israélo-palestinien, en privilégiant les intérêts français qui vous estimez être d'abord les plus importants et les plus immédiatement compris par nous. Est-ce que ça nous empêche, même si nous avons un désir de défendre les intérêts français, d'avoir une conception X ou Y sur le conflit israélo-palestinien? Et quelle est votre position sur ce conflit? Je suis intervenu sur ce conflit dans mes chroniques RTL. J'ai fait plusieurs chroniques RTL, vous les avez pas entendues. J'ai lu votre livre Z comme Zemmour. Ouais. Et j'ai pas vu ça, mais si, peut-être que il y en a. Ouais. Et depuis, j'en ai refait. Non, je vous assure. Ouais. Mais c'est vrai que je ne... écoutez, on va être franc. Ouais. Je ne supporte pas ces citoyens français de religion juive qui, parce qu'ils sont juifs, se croient autorisés à avoir un avis péremptoire et définitif sur le conflit israélo-arabe. Moi, je ne suis pas un citoyen israélien, je suis un citoyen français, un patriote français, pas un patriote israélien. Donc, excusez-moi, mais je n'ai pas à prendre parti sur le conflit israélo-arabe plus que, je ne sais pas moi, sur la guerre en Somalie ou sur je sais pas moi, en Amérique du Sud ou non, je suis désolé. Pourquoi me demander à moi? Non, il n'y a aucune raison. Bon. Deuxièmement, non mais c'est vrai, il n'y a aucune raison. C'est du racisme à l'envers. Non mais franchement. Ouais. Bon, deuxièmement, quand je le fais, j'essaye toujours, parce que en même temps, on a beau dire, on a une sensibilité, on a une éducation, on a et heureusement, on n'est pas à ce que vous disiez tout à l'heure. Chacun en a sa sensibilité. Moi, ma famille est juive d'Afrique du Nord, d'Algérie. Donc évidemment, je me souviens quand j'étais petit de la guerre des 6 jours, de la guerre du Kippour, des grandes peurs à chaque fois qui habitaient ma famille, puisque on avait l'impression que des Juifs allaient être jetés à la mer une fois de plus. Non, évidemment, tout ça existe aussi en moi. C'est pas, mais j'essaye justement, quand je parle de ce sujet-là, d'analyser aussi froidement et aussi rationnellement que les autres sujets. Oui. Vous voyez, c'est une. Donc, je fais une analyse la plus rationnelle. Et troisièmement, je ne jouerai pas, et je refuse de jouer, soit Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire Zola à Paris et Barès à Jérusalem. Je lui ai dit, hein, donc vous pouvez regarder quand il est venu chez Ruquier, nous avons eu un affrontement. Bon. Et je ne jouerai pas non plus, je sais pas moi, Ronnie Broman ou SL, qui parce qu'ils sont juifs ou à moitié juifs, au quart juifs, sont systématiquement anti-israéliens et sont instrumentalisés, les idiots utiles du gaucho-palestianisme. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne jouerai ni l'un ni l'autre. J'essaye d'analyser froidement. En plus, je vais vous dire quelque chose et je finis là-dessus. Je vous laisse parler. Il y a quelque chose qui c'est vous l'invité. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le rapport à Israël, c'est que je pense que Israël a une pratique de la souveraineté qui est exactement celle qu'avait la France pendant des siècles. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire une défense farouche de sa souveraineté, comme la France a jusqu'au général de Gaulle.
et qu'il n'hésite pas à employer la guerre comme moyen de défendre une politique et une souveraineté, exactement comme l'a fait la France pendant 1000 ans. C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que le rapport complexe des Français vis-à-vis d'Israël vient de là. C'est-à-dire qu'Israël est une espèce de... Vous savez, par exemple, le peuple... Moi, je pense toujours, l'armée israélienne, c'est 1792. Oui, oui. C'est le peuple en armes qui se bat avec les généraux de 30 ans, qui discutent et qui tutoient les soldats, et les soldats qui leur disent « mais t'es nul, qu'est-ce que t'as fait ?» etc. Je pense que l'armée des Français de 1792 à 4-5, avant que... c'était ça. Exactement la même chose. Donc, c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est d'ailleurs très curieux, parce que Israël est souvent défendu par des modernes, alors qu'en même temps, elle a une pratique très archaïque des rapports entre nations. Vous voyez, et c'est ça qui est très paradoxal. C'est ça qui est intéressant, je trouve, moi, beaucoup plus que les leçons de morale. Vous voyez, sempiternel, ils sont méchants, Alors je comprends très bien que vous puissiez analyser froidement, rationnellement cette question et ce conflit. Néanmoins, vous vous êtes fait un petit peu le pourfendeur du droit d'ingérence de la France dans le monde. Est-ce que Israël ne pratique pas une ingérence coloniale à l'égard du peuple palestinien? Et est-ce que de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas prendre parti justement si un principe ne vaut que par sa généralité, défendre précisément le peuple palestinien spolié? Je prends parti contre le droit d'ingérence humanitaire, qui est pour moi du néocolonialisme. Mais le droit d'ingérence d'État? Alors attendez, là en l'occurrence c'est pas du droit d'ingérence, c'est qu'ils ont été installés sur une terre où il y avait déjà des gens. Je dis des gens parce que je dis pas un peuple, parce que vous savez bien qu'un peuple, il faut un sentiment d'appartenance, etc., ce qui n'existait pas en 48. Et un destin commun. Voilà, exactement, ce qui n'existait pas chez les Palestiniens de 48, puisqu'ils se sentaient, je pense, arabes, et c'est tout, quoi, pas spécialement palestiniens. Bon. Ça, c'est le sentiment national est né en opposition à Israël, dans un schéma assez classique qu'on a connu, nous, les Prussiens avec Napoléon, avec la France, ou... oui, bon, ça on connaît ça par cœur. Bon, d'accord. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, si vous voulez me faire dire que non, je voudrais vous faire dire. Non, mais parce que vous me disiez. moi, je peux vous dire ce que vous voulez. Israël a été si vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de dire, Israël a été créé, sans doute pour les Israéliens, un siècle trop tard, parce que les créations comme ça, c'était plutôt le 19e siècle. Donc là, ils arrivent au milieu du XXe siècle avec ils sont imposés par l'ONU. Effectivement, il y a des gens avant, donc ça ressemble à une conquête coloniale qui se faisait beaucoup au XIXe siècle et qui devient scandaleuse dans le siècle de la décolonisation. Vous voyez, tout ça est compliqué. Alors, il faut ni excès d'honneur ni excès d'indignité. Oui, évidemment, ils prennent des terres à d'autres. Donc, on peut appeler ça une colonisation. Non, ils ne font pas de génocide des Palestiniens. C'est pas les Indiens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de génocide puisqu'ils étaient, je crois, 300 000 et qui sont des millions. Oui, tout bêtement. En revanche, oui, vous avez raison, il y a des gens venus d'Europe qui, comme dans la colonisation, prennent une terre à un peuple qui est là depuis des siècles. Eux vous diront, mais vous connaissez la thématique israélienne, eux vous diront qu'ils reviennent chez eux. C'est une discussion sans fin, comme ils vous diront que les Espagnols ont chassé les Arabes après 7 siècles d'occupation et que eux, ils les chassent après 1000 ans ou 2000 ans d'occupation. C'est une discussion sans fin. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans cette discussion. Maintenant, il y a un deuxième, là, où je ne vous suis plus, et même où vous m'agacez, c'est dans cette obsession du sujet israélo-palestinien. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous faites exactement comme les gens qui vous accusent d'antisémitisme. C'est-à-dire que vous mettez au centre de votre vie et de la vie du monde ce conflit qui est en fait de la petite bière, qui en vérité ne concerne que 3 départements français, Israël, qui concerne des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. Ils auraient pu être jordaniens, d'ailleurs ils l'ont été jadis. Ils auraient pu être égyptiens, ils l'ont été jadis.
En fait, ce sont des musulmans arabes. On s'en fout. Ils n'ont pas de nationalité. Et vous le savez mieux que personne. Ça n'existe pas, la nation palestinienne. C'est une invention du KGB et des agents et des gauchistes français dans les années 70 et des diplomates français depuis. Tout ça est un leurre. Et vous voir, vous, un être rationnel, un géopolitologue, s'enflammer pour des chimères, alors moi, ça me laisse sur le cul. Ah ben, je vais vous répondre sur 2 points. D'une part, est-ce qu'il y a un peuple palestinien, il a été forgé par l'occupation, s'il n'existait pas auparavant. Mais vous reprenez leur propagande. Et c'est une réalité, en tous les cas, demandez-leur comment ils se sentent, ils vont pas dire qu'ils se sentent égyptiens ou jordaniens. Mais même les petits arabes dans les banlieues, ils se sentent palestiniens. Non, ils se sentent en solidarité avec les Palestiniens, c'est différent. Et sur mon obsession, sur ce qui est souvent reproché, et ça m'étonne que vous fassiez cela. Aziza m'a reproché mon obsession israélienne. Non, pas israélienne, moi, vous comprenez ce que je veux dire? Ou proche-orientale. Le sujet, pourquoi seulement ce sujet? Merci. Bon, merci. En tous les cas, différent. lui, ce n'est pas votre cas, mais ceux qui me reprochent cela sont eux-mêmes. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais si vous lisez ce que je lis, ma production en entier, toutes ces questions-là ne prennent que 10 à 20% de mon temps, pas plus, ou de ma production. Pourquoi vous revenez tous enfin là-dessus? Parce que ça fait 16 ans que je suis dans les tourments, que mes enfants soient attaqués, donc j'ai envie un peu de me défendre aussi, et pas de laisser les autres et raconter mon histoire. Si vous-même étiez, enfin vous l'êtes attaqué aussi, donc je vais pas me faire ça. Mais quand on est au point que votre gamin qui va à un embauche de travail, on lui ramène mes écrits, etc. Moi, mes enfants, on leur parle toujours de ce que je dis et ce que voilà. Donc je connais. Je voulais au moins me réapproprier mon histoire. Mais une fois encore, Eric, lorsque vous voyez tout ce que j'écris sur un tas de sujets. On me ramène souvent à ça, et de temps en temps, à force de recevoir 10 baves, j'en rends une. Mais je ne pense pas que, faites le compte de mes bouquins, le compte de mes déplacements, le compte de mes interventions, etc. Je suis très souvent sollicité sur ça, j'en refuse beaucoup, parce que je veux pas justement tomber dans cette obsession, ne pas tomber dans le piège qui m'est tendu. Mais une fois encore, de temps en temps, il faut se défendre et ne pas laisser passer des attaques qui sont ignobles. Mais c'est curieux qu'Éric Zemmour soulève le point de l'obsession, parce que je vous ai lu. Non, quand je dis obsession du sujet. Oui, obsession du sujet. Non, mais moi j'ai bien compris. Et c'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, au fond, je rends grâce à Dieu de ne pas faire partie ni de la communauté juive ni de la communauté musulmane, parce que il est devenu, dans ces deux communautés, de plus en plus difficile de penser en dehors des injonctions communautaires. Parce que dans les deux camps, il y a des gens qui viennent vous rappeler que vous n'êtes pas dans le discours qu'il faut et qu'il va falloir en changer. Et c'est vraiment à égalité dans les deux camps. Il y a une police de la pensée. De temps en temps, tu me plains. Exactement. Et je rends hommage à Zemmour là-dessus, qui n'est absolument pas dans ce truc. Après, ça c'est la première chose dont je rebondissais sur ce que disait Zemmour. Ensuite, dans votre livre, il me semble qu'il y a quand même un élément que vous minorez. Parce que la solidarité des Français juifs avec Israël, elle s'explique aussi quand même par la persistance de l'antisémitisme qui continue de s'exprimer en parole et en acte. Et donc Israël est de plus en plus vu comme un sanctuaire où là, au moins, on est un peu à l'abri, paradoxalement, puisque c'est quand même un lieu où sévit le terrorisme. Et peut-être, il me semble que vous le minorez. Non, je ne minore pas, je ne nie pas l'existence d'antisémitisme, mais Éric Zemmour faisait un temps long un rappel historique. Comparer l'antisémitisme en France aujourd'hui à celui dans les années 60 ou, bien sûr, auparavant. Donc l'antisémitisme en France, il est pire résiduel. aujourd'hui que dans les années 60. Ah non, il est résiduel. Ah non, je suis pas d'accord. La rumeur d'Orléans ne pourrait pas avoir lieu aujourd'hui. Mais la rumeur d'Orléans, c'était que dalle. À côté de ce qui se passe dans les banlieues aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez plus un juif dans les lycées publics en banlieue parce qu'ils se font casser la gueule. Il y avait des propos publics qui étaient antisémites, qui passaient. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une parole antisémite disparaît de la scène publique, et c'est fort heureux. Donc il y a un antisémitisme résiduel, que je ne nie pas. Non. Il y a une peur des juifs. Là, vous avez mais tort. L'antisémitisme comme facteur social dans l'espace politique, dans l'espace médiatique et dans l'espace public, il n'existe plus. Monsieur Boniface, on va serrer les problèmes, parce que c'est important ce que vous dites. Il y a eu une parole antisémite libre dans les années 1898, affaire Dreyfus, et les années 30. Jusqu'aux années 60. Attendez, je suis pas d'accord. Dans les années 60, c'est déjà une queue de comète. C'est-à-dire, en fait, ça n'existe plus, et il y a certains qui croient que ça existe encore. Mais en fait, ça n'existe plus, parce que, comme disait le mot, vous savez, de Bernanos, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Maintenant, là où vous vous trompez complètement, c'est que l'antisémitisme aujourd'hui, qu'on devrait appeler antijudaïsme, puisqu'il vient des enfants de l'immigration arabo-islamique qui sont aussi des sémites. Donc c'est de l'antijudaïsme. Il n'est pas résiduel. Vous m'excuserez. Il est aujourd'hui dominant dans d'innombrables endroits en France. Et je vous répète, en Seine-Saint-Denis, il n'y a plus un enfant juif dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles publiques en France, dans la Seine-Saint-Denis. Si vous appelez ça résiduel,
Moi, j'appelle pas ça résiduel. Aujourd'hui, il y a soit les juifs qui émigrent de la banlieue vers les quartiers bourgeois parce qu'ils sont plus tranquilles, ou alors ils vont vers ce que j'appelle le périphérique du pauvre, c'est Israël. Voilà la situation. Ne parlez pas d'antisémitisme résiduel. Hein Réponse quand vous regardez le nombre de violences antisémites, le chiffre oscille entre 300 et 600 par an, qui comprend les violences physiques, les injures, etc. Donc c'est moins qu'auparavant, et il y a quand même moins de violences antisémites qu'auparavant. Mais ils sont Monsieur Boniface. Qu'il y a un climat effectivement dans les banlieues, mais cherchons les causes. En grande partie, c'est quand même d'une part l'importation du conflit du Proche-Orient, deuxièmement le sentiment d'un deux poids deux mesures. C'est faux. Et donc excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Peut-être, bien sûr, vous avez le droit. Dans le Coran, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir un antijudaïsme héréditaire. Vous contredisez. Si c'est dans le Coran, pourquoi c'est montant? Parce que le Coran, il n'a pas changé. Mais parce qu'il y a de plus en plus de musulmans en France. Non, mais enfin, en tous les cas, non, mais ce sont les conditions sociopolitiques qui ont changé. C'est pas le texte du Coran. Mais je suis pas d'accord. Le texte du Coran, il est le même. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est votre droit, c'est votre émission. Mais en tous les cas, mais vous êtes mon invité. En 1492, les Juifs sont partis dans l'Empire ottoman pour être protégés, et le Coran existait déjà. Oui. Donc, on peut pas dire que c'est le Coran qui explique l'antisémitisme. Cher Monsieur Boniface, vous confondez tout. Ils sont partis dans l'Empire ottoman parce que il y a dans l'islam un statut de dhimmi. Oui. C'est-à-dire qu'ils payaient une taxe, ils payaient un impôt. Comme les chrétiens. Et ils étaient protégés par... actuelle. Ah non, mais c'est très important ce qu'il dit. C'est bien, mais... Aujourd'hui, ça vous a pas échappé qu'il n'y a plus de calife et qu'on ne paye pas encore de dhimmi. Donc, l'antisémitisme spontané, vous savez qu'en arabe, quand on dit un âne avance, on dit avance juif. Ça existe. C'est l'histoire du monde arabe, Monsieur Boniface. Mettez-vous ça dans le crâne. Vous essentialisez les choses. C'est pas dans le texte du Coran. Ce sont des conditions politiques et stratégiques aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, moi, là où je vous donnerais tort sur un point, c'est que la diminution des actes d'antisémitisme ne correspond pas à un recul de l'antisémitisme, mais correspond au fait que les gens sont de moins en moins en contact. Merci. Parce que c'est des zones qui deviennent homogènes. Bon, voilà, je vois dans mon quartier de Belleville, les gens, la population change. Donc effectivement, quand vous n'êtes pas en contact avec les gens, vous n'avez pas l'occasion d'exercer des violences, qu'il y ait des incidents moins graves. Mais en tous les cas, si l'on peut plaider l'oubli, le pardon, comme l'a fait BHL, très curieux d'ailleurs, parce que BHL a fustigé les gilets jaunes, qui étaient tous ensemble antisémites, qui n'avaient le droit à aucun pardon, mais Yann Moix, lui, a le droit de tous les pardons. Et on voit bien là le deux poids, deux mesures. Si vous faites partie du PAF, si vous êtes un passage central, eh bien vous êtes pardonné. Si vous êtes un gueux, un manant, ou si vous venez, je vous renvoie aussi à un très bon papier publié sur ce sujet sur le Bondi Blog, si vous êtes issu de la diversité et que vous avez des écrits sulfureux, même très antérieurs, très lointains, alors là, pas de pardon. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous serez exclu. Et donc d'ailleurs, c'est aussi ceci qui alimente le complotisme, qu'il y ait ce deux poids, deux mesures. Soit on peut dire que tout le monde a le droit à faire des erreurs et que tout le monde a le droit de revenir dans le droit chemin, soit personne n'a le droit de le faire. Mais en tous les cas, on ne peut pas juger de façon extrêmement sévère, par exemple, des gens qui étaient candidats à l'investiture pour la République En Marche en 2017 et qui ont été désinvestis parce que le CRIF, très prudent, très silencieux sur l'affaire Yann Moix. Et le CRIF avait dit non, ce monsieur, il y a quelques années, a eu des écrits qui me déplaisent. Ou, on se rappelle, des candidats à des émissions télévisées qui, là aussi, dans leur jeune temps, avaient eu des propos pourtant nettement moins sulfureux que Yann Moix. Pour ne pas parler de mon cas personnel, imaginons qu'on ait retrouvé des textes de moi du même acabit que ceux d'Yann Moix lorsque j'avais 19-20 ans. Je ne crois pas qu'on ait pu dire à l'époque « Ah, il était jeune, ça peut se pardonner ». J'aurais été cloué au pilori, et je le suis d'ailleurs pour des propos qui n'ont rien d'antisémite. Parce que c'est là aussi un élément important. Pourquoi Yann Moix est pardonné ? Parce qu'il adhère au système, parce qu'il a adoubé par BHL, qu'il mange dans sa main, et que donc du coup il fait amende honorable et on sait qu'il sera fidèle. Mais si vous ne venez pas manger dans la main de ceux qui font la décision, si vous restez un peu ferme, ben là, il n'y a pas de pardon. Et donc en fait, ce qui est en cause, c'est pas la nature antisémite ou non des propos des uns et des autres, c'est le fait d'être lié à une école de pensée ou à une coterie assez puisantée. Dire ça, ce n'est pas du complotisme, c'est la réalité. Une fois encore, comparons par exemple ce qui a été reproché à des candidats à des émissions télévisées et à Yann Moix. Et si on veut lutter contre le complotisme, eh bien évitons
le deux poids, deux mesures. Et bien sûr, il y a des théories tout à fait délirantes sur cela, mais elles sont alimentées par le deux poids, deux mesures très récurrent sur ces affaires. Ce qui est aussi intéressant, c'est pourquoi Yann Moix n'est pas mis en cause et qu'il garde table ouverte dans la plupart des médias. C'est qu'en fait, il se fait un très fort soutien d'Israël. Et que pour se faire pardonner des écrits objectivement et de façon haineuse antisémite, il est devenu l'un des plus fidèles soutiens d'Israël, alors que ceux auxquels on ne pardonne pas, qui n'ont pas eu de propos antisémites, sont ceux qui critiquent éventuellement le gouvernement israélien. Et au moment où on a de plus en plus de parlementaires et de gens qui disent vouloir légiférer pour faire un lien entre antisémitisme et antisionisme, eh bien on voit bien que c'est un peu différent. D'ailleurs, ceux qui veulent légiférer sur ce point sont, là encore, muets sur l'affaire Yann Moix. Et on voit que Yann Moix, en fait, et ses écrits antisémites, il se les fait pardonner par une vigoureuse défense, tous azimuts, non seulement de l'existence d'État d'Israël, ce qui est tout à fait légitime, mais des positions du gouvernement israélien. Et qui, au contraire, il lutte de façon très forte. On se rappelle de ce grand débat, Yann Moix et BHL, les nouveaux visages de l'antisémitisme, bien sûr, l'antisémitisme de banlieue. Alors que Yann Moix se fait maintenant un ardent partisan du gouvernement Netanyahou. On voit bien que finalement, avoir des propos antisémites n'empêche pas d'être un fidèle soutien du gouvernement Netanyahou. Mais le lien est entre antisémitisme et pro-sionisme ou pro-gouvernement israélien, et que du coup c'est ça qui compte. Parce que c'est aussi un élément important, c'est que dans la lutte contre l'antisémitisme, en fait, ce qui prend le pas, souvent, c'est la protection du gouvernement israélien. Et ceux qui veulent assimiler antisémitisme et antisionisme, en fait, finalement, sont relativement négligents dans la lutte contre l'antisémitisme, et d'ailleurs ne cherchent pas l'apport, refusent l'aide de ceux qui veulent combattre l'antisémitisme, mais qui en même temps critiquent le gouvernement israélien. Donc le lien n'est pas forcément antisémitisme et antisionisme, il peut être aussi antisémitisme et pro-sionisme, et il y a finalement deux façons d'être antisémite. Avoir des propos haineux, discriminants, abominables sur les juifs, et aussi penser que les juifs sont tellement puissants qu'il faut être de leur côté et que ce qu'ils demandent, c'est que l'on soit de façon inconditionnelle favorable au gouvernement israélien. Et donc il y a là, du coup, une certaine logique chez certains. Recevoir des élus, des représentants du Front National, et aucune à recevoir Éric Zemmour, qui ne se cache plus idéologiquement de se rapprocher du Front National, et notamment à l'occasion de la sortie du fichier français. Quand vous dites qu'il ne se cache plus, moi je trouve qu'il se cache, justement. J'ai pas encore entendu, après que ces idées, vous trouviez qu'elles se rapprochent du Front National, ça c'est une chose, mais j'ai jamais entendu Éric Zemmour dire « je suis proche de Marine Le Pen » ou « je vote Marine Le Pen ». Mais ces idées, elles se rapprochent. Ça c'est une chose, mais en tout cas c'est ni un élu Front National, ni un candidat Front National, ni quelqu'un qui a dit un jour sur un plateau « je vote Front National ». Moi j'ai jamais entendu. Il a dit que ces idées étaient proches de Marine Le Pen dans une interview. Proche, mais voilà, après, il y a la même chose de Dupont-Aignan à une époque, voilà, pour l'instant ça n'est pas en tout cas un homme politique. Il se comporte comme un homme politique. Il se comporte de plus en plus comme un homme politique. Vous avez raison, et particulièrement depuis la sortie de ce livre. Mais je pense que quand on l'a reçu, en tout cas, on a essayé au maximum de montrer que dans ce livre, il y a beaucoup de conneries. Ça vous gênait ou pas, personnellement? Ah bah oui, évidemment. Non, mais il est particulier, Zemmour, parce que c'est un personnage, et d'ailleurs c'est peut-être le cas aussi de Marine Le Pen dans la vie, j'en sais rien, je ne la connais pas. Mais Éric Zemmour est quelqu'un de très sympathique dans la vie. C'est un de mes meilleurs souvenirs de collaborateur, c'est pas un mot que je devrais utiliser pour lui, mais en tout cas, de personnes avec qui j'ai travaillé. C'est quelqu'un de très sympathique, très fair-play, très intelligent. On peut avoir plaisir vraiment à déjeuner ou dîner avec lui, plus peut-être qu'avec des gens de gauche parfois. La politique, c'est une chose, les gens dans la vie, ça en est une autre. Est-ce que vous dites parfois que c'est vous qui l'avez fait, qu'il avait promu avec Catherine Barma, alors qu'il était quasi inconnu, en tout cas pas... On lui a donné une vitrine plus grande, ça c'est certain, mais il était déjà à la télévision, puisque il était et sur ITélé, et avec Stéphane Bern aussi le samedi soir dans... Pas la même exposition. Non, c'était pas la même exposition, enfin en tout cas, il était déjà à la télévision. Et c'est vrai que le succès aidant, on a l'impression qu'il est allé lui-même dans sa propre caricature, ça c'est sûr.